tu vois des mecs qui se sont découplés. Malheureusement, me pète la cheville, genre une semaine ou 2 semaines avant la saison, en décembre, après 3 mois d'entraînement. C'est l'usine, 2-3 camps par jour pendant 3 semaines. Ils voient je sais pas combien de milliers de jeunes défier et qui venaient dans un mois, tu vois. Et donc il me restait 3 matchs à jouer, et donc pour refaire mes preuves, etc. avant que le mec arrive et que je mets un quadruplé. Jadrian Clark, il a été meilleur joueur de la Ligue européenne 2 ans avant, qui s'abonne à moi sur Insta. Est-ce que tu voudrais venir jouer avec nous et tout? Et là, dans Smash Burger, je jette mes frites sur les murs et tout. Mec, je crie, mec. Je me dis, et là, moi, du coup, je leur dis, bah non, je veux me barrer maintenant dans une autre équipe. Avec les 3 en même temps, vraiment en mode conseil de classe, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Racine et Récit. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de ma chaîne d'interview avec différentes personnes. Donc, ce sera une série sur plusieurs épisodes où j'irai interviewer des personnalités connues, moins connues, qui sont dans un domaine qui leur est propre et qui est très souvent méconnu du grand public. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Armand Soulero. Donc, Armand Soulero, vous allez découvrir son parcours qui est très, très intéressant. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça risque de vous plaire. Armand, bonjour. Salut Adrien, comment ça va? Ça va. C'est un honneur de te recevoir ici. Donc, tu es le premier que j'interviewe dans cette mini-série, Racine et Récit. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire qui t'es, d'où tu viens, ton parcours, etc. Ouais, alors je m'appelle Armand Soulero, j'ai 22 ans. Et donc, je viens du 92, en région parisienne. Et je suis joueur professionnel de football américain en Europe et étudiant. Ok. Et est-ce que tu peux parler un peu de ton enfance, ton parcours scolaire? T'étais plutôt un bon élève ou Ouais, alors j'ai grandi du coup à Sèvres, dans le 92, Okay. à l'école Coton. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans le sport parce que mes parents faisaient pas mal, jamais à haut niveau, tu vois. Ouais. Mais mon père, c'est vrai que genre même encore aujourd'hui, il a 52 ans et il a fait sa dernière saison de rugby, il a fait 30 ans de rugby Okay. et tout, donc ils m'ont toujours inscrit à plein de sports. Et donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du judo, de l'athlétisme, du foot comme tout le monde, de la natation. Et donc voilà, mais bien sûr j'avais toujours ma mère qui mettait l'emphase sur le côté scolaire et tout toujours. Souvent c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc t'as pas eu un sport de prédilection dès que t'étais jeune? Non, pas trop. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu vois le foot, donc qui est vraiment c'est le sport populaire. Ouais, c'est ça, le sport populaire. Ouais. Eux, aux États-Unis, ils ont le foot américain à la place. Nous, c'est vraiment le foot. Et moi, au début, j'aimais pas trop. Genre, je me rappelle que j'ai des vidéos que mes grands-parents montrent de quand j'étais petit, où je m'allonge dans les cages quand je suis petit. Ah ouais? Et genre, j'aimais pas trop ça et tout. Et par contre, j'aimais quand même beaucoup le sport, juste pas trop le foot. Mais on avait un truc, nous, en primaire, ça s'appelait les Olympiades. Okay. Et du coup, c'était, tu sais, t'avais concours un petit peu de plein de différents sports, de l'athlétisme. Donc, t'avais saut de haie, saut en longueur. T'avais un cross, t'avais plein de trucs, et ça j'adorais parce que c'était la compétition et tout, donc ça c'était génial. Okay. Mais j'avais pas trop de sport. Pour la petite info, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous le découvrirez à travers l'interview, donc Armand il était au collège avec moi, et moi j'ai une petite anecdote, je me souviens que tu courais vachement vite, déjà depuis petit, et même si t'aimais pas le foot, t'étais quand même bon. T'avais quand même un niveau médian dans tous les sports où très souvent t'étais bon. Oh là là, mec, là nos potes ils vont entendre ça, ils vont dire non, arrêtez. Non mais c'est vrai, tu sais, il y a toujours ce mec un peu multisport, on le met au basket, au foot et tout, et il est toujours bon au sport de raquette. Je pense que ça va quand tu touches un peu à tous les sports, t'as les bases de coordination. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça va, après le foot, j'en ai fait que 1 an, je crois que j'avais fait 1 an en CM2 ou 6ème. Donc du coup comparé au parcours typique pour un gars qui jeune, commence en tout normalement t'en fais beaucoup plus, mais après j'en faisais toujours un peu dans la cour, etc. Mais c'est vrai que non, j'aimais bien. Okay. C'est marrant. Et ton passage au football américain, du coup, quand est-ce que ça commence et à quel moment est-ce que tu t'y intéresses du coup? En fait, en gros, j'ai commencé le rugby, donc parce que mon père en avait toujours fait, et au début il m'a laissé essayer plein de sports. Et vers mes 13 ans, j'ai voulu essayer. Et donc, comme je venais de Sèvres, un club qui était assez proche, c'était l'ACBB à Boulogne. Donc, j'avais été faire des essais là-bas. Et ça, c'est à quel âge à peu près? C'était à 13 ans, donc c'était je crois que c'était en 4ème. Okay. 13-14 ans, un truc comme ça. Et que j'ai pour la première fois faire du rugby. Et moi, j'adorais en fait. Parce que juste, j'étais pas technique, donc on me donnait la balle. Et après, moi, je courais. Et je me rappelle que mon premier match, c'était quand on était petit, on faisait d'abord des petits tournois à 7 et après on faisait 30 minutes à 15 contre 15. Tu sais, on faisait pas direct des gros matchs de 1h30 à 15 contre 15.
Et j'avais marqué 5-6 fois au 7 contre 7 et une fois au 15 contre 15. Et du coup, je me rappelle, les entraîneurs, ils étaient en mode. Ok. Ah, déjà, ils Ouais, sentaient que. ils sentaient que je me débrouillais. Et c'était en fait, moi, Mais tu maîtrisais déjà les règles, etc. Ou c'était vraiment toi juste le plaisir de courir en fait, de toute façon, le rugby, c'était assez simple, tu vois. Je sortais pas en touche, les passes vers l'arrière, mais moi, comme je savais pas trop faire, je faisais pas de passes, tu vois. Et du coup, c'était juste courir et mettre des esquives un peu et tout. Et du coup, c'était marrant. Et puis, à cet âge-là aussi, t'es pas hyper technique en plaquage, du coup, t'attrapes les autres et tout. Donc, ok. Ouais, c'était vraiment le truc ludique pour te défouler. Quoi. C'est là que, du coup, je commence à la CBB. Et là, je fais 1 an. Et je progresse, donc je me débrouille assez bien. Je marque les week-ends et tout. Et moi, je suis juste trop content que mes parents ou mes grands-parents viennent me voir, que je marque. Mais il n'y a jamais ce déclic ou cette vision du haut niveau, tu vois. Ok, donc jamais tu te dis... Non, moi, j'y pense pas du tout. Okay. Et même mes parents, parce que je pense aussi, eux, ils n'ont jamais fait de sport de haut niveau. Ils n'ont pas eu de proches qui ont fait du sport vraiment de haut niveau. Et ils ont pas eu ils se sont pas dit. Oui, il n'y a pas eu le Mbappé Project en mode faut pousser. Ça, parce que je me rappelle un moment où on en reparle souvent avec mon père. C'était justement le dernier match qu'on avait de phase finale à la fin de cette année-là quand j'étais à Boulogne, tu vois. Et on jouait contre l'équipe 2 du Racing. Donc Racing, c'est un gros club de rugby. Bon, là, c'était leur équipe B. J'avais marqué 6 ou 7 fois contre eux, tu vois. Et je me rappelle qu'on s'est dit, là, quand aujourd'hui, je suis un peu dans le sport de haut niveau, mais on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas essayé, tu vois, d'aller au Racing, pas demandé aux entraîneurs, qu'on leur ait pas parlé, parce que je suppose que ça aurait peut-être pu se faire ou que j'aurais pu faire des essais ou quoi. Il y avait vraiment pas cette vision-là. Moi, après, je suis parti à Versailles faire 1 année de rugby, parce que justement, c'était censé être un club qui était une division au-dessus à notre âge. Donc là, j'avais 15 ans. Et au final, là-bas, comme j'avais un peu pris du gabarit, ils m'avaient mis joueur avant. Donc 8 ou 7 au rugby. Donc là, tu as beaucoup moins de ballons, tu fais plus de plaquage, et donc j'ai pas trop aimé. Et c'est pour ça que... toi, c'était vraiment les ailes, courir la ligne. Moi, j'aime bien courir, avoir la balle. Et justement, comme ça m'avait un peu déplu. Et après, j'ai commencé à voir sur les réseaux des vidéos de foot américain où c'est trop, tu te dis, c'est trop stylé, les mecs ils ont des armures un peu, et puis tu vois des grands publics, et je voyais juste des vidéos sur Instagram. Il y a ce côté entertainment qu'on n'a pas trop en France avec le rugby. Et exactement. Et comme là-bas c'est le sport numéro 1, tu vois des sortes d'édits là où les mecs, c'était l'impression oui, tu vois des mecs qui longent le long de la ligne, qui investissent un peu tout le monde. Je voyais les esquives, les trucs, et les mecs avec la balle, et moi c'est ce que j'adorais faire. Et en fait, en regardant un peu, je me suis rendu compte que c'était un sport où tu avais vraiment des positions spécifiques, où tu as des postes où tu vas tout le temps toucher la balle. Et donc moi, c'est ce que je voulais, avoir tout le temps le ballon, courir et pas plaquer. Pas que j'avais peur du contact, mais juste que ce que je voulais vraiment faire, c'était marquer et avoir le ballon, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, attends, je vais essayer. En vrai, ça se trouve, ça me plairait. Ok, donc transition vraiment naturelle. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, t'as quel âge? Donc t'es déjà un peu plus avancé. Donc je pense que je vais sur mes 16 ans. Ok. Je vais sur mes 16 ans et je me dis, pourquoi pas essayer. Je suppose qu'en France, il doit y avoir des clubs. Et ma mère, bien sûr, elle voulait pas du tout. Par rapport au danger du... Ouais, c'est ça. Parce que le rugby, elle disait rien, parce que mon père en faisait depuis longtemps, et puis en France, c'est quand même démocratisé. Mais par contre, le foot américain... il y a ce truc d'inconnu. C'est ça, et puis je suppose qu'elle a dû taper football américain. Et tu vois les mecs qui ont perdu leur cerveau, les mecs qui ont perdu... Tu vois, ou les premières vidéos que t'as, c'est genre les plus gros plaquages, du coup, tu vois des mecs qui se sont découpés. Ou ce dont on entend parler beaucoup... en Europe, c'est que c'est un sport où tu as beaucoup de commotion, que c'est hyper dangereux. Et donc ma mère, elle voulait pas trop. Et mon père, lui, qui était rugby à fond, il a dit non, mais laisse-le essayer, ça se trouve... Oui, lui, il se disait pas, il deviendra pro. Et il se disait, c'est une transition, c'est un autre sport. Et puis ça, ok. Et du coup, tu nous as dit ce qui t'a attiré dans ce sport. Et donc, tu passes au Templiers à Elancourt, c'est ça? Alors... en fait, d'abord, j'arrive dans les classes jeunes. En gros, tu as cadet, c'est moins de 16 ans. Après, tu as junior, ça change parfois. Certaines années, ils changent la limite d'âge, mais c'est moins de 19 ou moins de 20 ans. Et après, tu as la catégorie senior, où là, du coup, c'est les adultes. Et donc, moi, j'arrive en cadet, donc moins de 16 ans, au Dragon de Paris. Dragon de Paris, on s'entraînait à Suzanne-Langlin, à côté de la Cour T2, parce que c'était le club le plus proche.
Et donc je fais une année cadet là-bas, mais cadet déjà que c'est pas très connu en France. Alors en plus quand c'est dans les moins de 16 ans, on était quand même une vingtaine, un truc comme ça. Mais on avait que 4-5 matchs dans la saison. Et donc moi, mais du coup, comment ça se passait? Vous avez entraînement combien de fois par semaine? On avait entraînement 2 fois par semaine, mais je me rappelle que souvent j'y allais qu'une fois parce que... C'est inutile en fait. Bah, si t'as 5 matchs dans l'année... Ouais, c'est ça. À la fois c'était inutile et puis... c'est juste que c'était quand même pas si pratique que ça. Et comme les entraînements sont le soir et que moi j'avais les cours... Enfin, tu sais, au lycée privé, collège privé où on était, t'avais quand même pas mal de cours. Et du coup, t'avais en plus... Il y en a qui finissaient très tard. C'est ça, tu finissais parfois à 17h30, 18h30, enfin quasiment tous les soirs. T'avais les DST à préparer du samedi matin et tout, les cauchemars. Et du coup, c'était compliqué d'y aller en semaine. Du coup, j'y allais souvent que le samedi midi, tu vois. Et à ce moment-là, c'était juste, moi je trouvais ça cool et je commençais et tout. Mais je me rappelle, je jouais un poste qui s'appelle receveur, où du coup, bah, tu t'attrapes la balle et justement, bah, tu essayes de courir, d'aller marquer, de gagner du terrain. Et comme c'est dur d'être le joueur qui me lance la balle, le quarterback, c'est souvent le joueur le plus connu au foot américain, et bah, c'est difficile comme poste. Et donc, souvent, les Américains, ils apprennent dès qu'ils ont 5 ans et tout, tu vois. Mais nous, c'était un jeune probablement comme moi, à 15-16 ans, tu vois, qui commence. Et du coup, il n'était pas encore hyper performant non plus, et moi non plus, tu vois. Donc, je crois que sur la saison, j'avais attrapé genre 5 ballons, tu vois, parce que j'avais pas beaucoup. Et donc, mais c'est lui qui rate. C'est soit il ratait les lancers, soit tu. Bah, soit parfois ça pouvait m'arriver de pas attraper, mais c'est juste que je me rappelle aussi, il m'avait pas lancé beaucoup de ballons, tu vois. Parce que c'est dur de lancer la balle, du coup, tu joues plus de la course. C'est-à-dire que tu donnes le ballon à la main à un joueur qui est à côté de toi et du coup c'est plus simple que de lancer des ballons longs et tout. Donc en gros, quand j'ai commencé au Dragon en cadet, mais j'ai pas eu beaucoup de ballons et tout, donc ça m'a pas... ça t'a pas plu. Je voulais toujours faire du football américain, mais c'était pas le bon kiff contact de ouf. Et après je suis passé en junior, la catégorie moins de 20 ans, au Molos d'Anières, Agnières-sur-Seine. Donc toujours ça c'est dans le 92 et ça c'est un gros club français. Et ils faisaient déjà des tournois, Ouais, pour le coup, t'étais... Il y a un championnat en France Ouais, en gros, bah, le championnat cadet, comme il y a moins de joueurs et que c'est plus jeune et tout, il y a un championnat, il y a des matchs, etc. Je me demande aussi s'il n'y a même pas plusieurs divisions, mais ça reste moins développé que le championnat junior. Au junior, là, c'est entre 16 et 20 ans, donc t'as plus de joueurs, t'as plus d'équipes qui font ça. Puis le niveau est meilleur aussi. Ouais, c'est ça, le niveau est meilleur et tout. Donc là, t'as un vrai championnat junior avec même, je crois, 2 divisions. Et du coup, j'arrive au Molos en 2019 ou 2019, je crois. Et donc là, ça, c'est un gros club. Je me rappelle, carrément, t'as des tests. Donc en vrai, je sais pas vraiment si pour l'équipe junior, ils refusaient des joueurs, tu vois. Mais pour l'équipe senior, t'avais des tests. Et donc j'arrive déjà, tu vois que c'est un niveau au-dessus des Dragons de Paris où j'étais. Dans les infrastructures et tout. Pas forcément dans les infrastructures, mais dans la manière dont c'est géré, donc le staff et la culture, entre guillemets, du club. Parce que les Molos, c'est un club qui a toujours évolué en division 1 en France et qui, je crois, ont gagné des championnats et qui ont eu des gros joueurs, etc. Donc il y a un staff qui est connu avec des anciens joueurs qui ont joué en championnat, qui ont fait des championnats d'Europe et des équipes de France, etc. Donc j'arrive déjà, on est plein. T'as des tests physiques où je crois que la journée de test on est genre une centaine, un truc comme ça. Par équipe, dans un effectif, vous êtes combien à peu près à ce moment-là? Normalement, au football américain, du coup, t'as 11 joueurs d'attaque et 11 joueurs de défense. Parce que c'est un jeu... Sur le même terrain, tous ensemble? Non, pas sur le même terrain, dans ton équipe. Tu vois, si on a une équipe chacun, ton équipe, tu vas avoir 11 joueurs d'attaque, 11 joueurs de défense. Et moi, 11 joueurs d'attaque, 11 joueurs de défense. Quand toi, t'es en attaque, moi, c'est mes joueurs de défense qui jouent. Et après, quand ça va être à moi d'être en attaque, tes joueurs de défense, toi, vont rentrer et tes joueurs d'attaque vont sortir. Et moi, à l'inverse, tu vois. Parce que c'est un jeu de gagne-terrain. En fait, je sais pas si c'est le bon moment là pour expliquer. Non, mais c'est intéressant. Mais en gros, le but, c'est de gagner 10 yards et t'as 4 tentatives. Et donc, si tu passes ces 10 yards dans une de tes 4 tentatives, t'as 10 yards après par la suite. Et donc, le but, c'est de gagner du terrain comme ça. Et souvent, la 4e tentative, si t'es loin de la zone d'embut adverse, tu dégages la balle. Pour que, tu vois, par exemple, moi j'ai envie que tu récupères le ballon le plus loin possible de ma zone. Donc je dégage la balle loin, tu vois. Et si je suis proche de ta zone d'embut, je peux tirer entre tes poteaux et là ça me rajoute 3 points, tu vois. Donc souvent les 4e tentatives, tu les fais pas vraiment. C'est sur les 3 d'avant plutôt que tu vas essayer de gagner le terrain. Mais
Et donc, une fois que tu comprends cette règle-là, en plus, à la télé, c'est plutôt bien fait parce que tu as une ligne jaune. Ouais, Et du coup, la ligne jaune, c'est la ligne qu'il faut c'est dépasser. ça, c'est l'une des différences entre les États-Unis et l'Europe. C'est que, dans les grands championnats, là où tu joues, par exemple, il y a ça. Ouais. Mais par exemple, dans un championnat amateur, il n'y a pas cette. Oui, c'est ça. cette Si tu regardes, c'est diffusé toujours en direct sur YouTube ou parfois sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'il y ait à chaque fois dans les championnats français. Parce que de l'extérieur, pour un gars qui connaît pas, t'as souvent l'impression que c'est juste des mecs qui se rentrent dedans. Ouais, c'est ça. Mais en fait, qui ont des commotions, comme tu disais tout à l'heure, et voilà, quoi. Oui, c'est vrai que. Mais en vrai, ça arrive, ça vient. C'est pas non plus impossible à comprendre. Si les Américains ils comprennent quand ils sont tout petits, tu vois, et ben, on peut comprendre. Mais en fait, c'est ça, une fois que tu arrives à reconnaître qui est en attaque, qui est en défense, souvent ça c'est en fonction de la position des joueurs. Tu vois, les défenseurs, eux, ils vont être sur plusieurs niveaux, plus écartés, ils essaient de couvrir des parties du terrain. Que l'attaque, tu vas avoir le quarterback qui est prêt à recevoir la balle, qui est comme ça, et c'est lui qui parle, qui dit set hut, tu sais, des trucs comme ça et tout. Et t'as les joueurs receveurs qui sont sur les côtés, qui sont limite en position de départ de sprint, ils sont prêts à courir. Une fois que tu sais qui est qui, après t'arrives à comprendre un petit peu les règles, comment ça se passe. Après, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Non, mais ok, moi je trouve ça intéressant parce que je m'y connais pas forcément, tu vois. J'ai fait mes recherches avant de t'interviewer, mais c'est vrai que pour la majorité des gens qui vont regarder, je pense que c'est un truc qui, après, c'est pas du tout notre culture aussi. Tu vois, donc forcément, c'est vrai que je trouve ça très intéressant que tu expliques un peu les règles. Et donc là, je transite vers la fin un peu plus tard dans le temps, du coup, en mars, où tu es recruté par les Rostock Griffins, donc un club de GFL2, la German Football League. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu es repéré ? Est-ce qu'il y a des tests ? Alors, en gros, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière pour que les gens comprennent la transition, comment ça s'est fait. Donc, je fais les molosses en junior. Là, donc là, à ce moment-là, tu as 16-17 ans ? Oui, c'est ça. Là, j'ai 16 ans, je crois. Okay. Là, je change de position parce que ça m'avait saoulé de ne pas avoir de ballon en attaque et tout. Je me suis dit, vas-y, pas grave, je vais jouer en défense, en vrai. Okay. En fait, je crois que c'est un coach qui me dit, vas-y, viens en défense. Donc là, en vrai, la position où j'étais, tu ne touches pas la balle de tout le match. Ton but, c'est juste de plaquer des mecs, mais j'y arrive bien, je fais des bonnes stats, je trouve ça marrant au final et tout, j'aime bien. Mais il y a le Covid qui arrive. Donc là, je fais que les 3 matchs tu vois, j'arrive en 2019. Et la saison, ça commence en janvier ou en décembre. Et ça finit. Il y a combien de matchs dans une saison à peu près ? En France, je crois que c'est 10 ou 8. Okay. Et vous jouez tous les week-ends ? Genre, vous jouez 10 week-ends d'affilée ? 8 matchs, souvent. T'arrives en septembre. Et t'as au début ce qu'on appelle la pré-saison, c'est genre au début t'as beaucoup de physique et après tu prépares, comme c'est un sport qui est vraiment stratégique, le foot américain, tu dois préparer les jeux que tu vas jouer parce que c'est des trucs précis. Quand t'as des nouveaux, tu leur apprends un peu comment faire, quel poste ils peuvent faire et comment s'organiser. C'est ça. Et du coup c'est un peu au début t'as les 3 premiers mois, c'est de la préparation beaucoup. Et donc souvent la saison elle commence au plus tôt, je crois, dans les classes juniors, fin novembre, un truc comme ça, ou décembre. D'accord. Et je crois que les seniors, c'est vraiment de janvier à mai, que là, tu as souvent entre 8 et 10 matchs. Et du coup, souvent, c'est une semaine sur 2, ou parfois t'enchaînes, mais après, tu as une semaine de repos ou 2 semaines de repos. Et donc là, avec le Covid, je fais un match en décembre et 2 en janvier, un truc comme ça. Et février 2020, on a le Covid. Ça coupe, donc là, pendant 2 ans, t'as plus de, on peut plus avoir de matchs. Plus 2020, 2021 non plus. Okay. Et donc toi, du coup, tu peux pas sortir, on est confiné. C'est ça, donc je continue, mais t'as un entraînement par semaine et puis c'est par petits groupes souvent, donc là c'est compliqué. Et donc là j'étais parti juste en mode études, faire des études, j'étais parti faire études de kiné du sport au Canada en 2021, ouais. Et au final, comme c'était le Covid là-bas aussi, ça s'est pas super bien passé, donc je suis revenu. Donc tu restes combien de temps au Canada ? J'y reste 1 semestre et demi. Ok. Et ça te plaît, là-bas, j'avais arrêté le football américain, tu vois, parce que... Et là, à ce moment-là, tu te dis plus jamais. Je me dis, en fait, le football américain, le but, c'est d'aller jouer quand même quand tu as un objectif de haut niveau aux États-Unis ou au Canada. Et là-bas, pour aller jouer, en fait, les mecs, ils jouent au lycée, ils jouent depuis qu'ils sont tout petits. Et après le lycée, ils font une transition en universitaire. Okay. Tu sais, c'est comme un peu le basket aussi, c'est la même chose. Et les sports américains, c'est tout le temps comme ça, le baseball aussi. Tu joues au lycée, quand t'es bon, après tu vas en université. Là, t'as différentes divisions, mais du coup, les meilleurs joueurs vont en division 1. Et après, t'essaies de te faire repérer pour jouer en pro et donc te faire drafter dans soit la ligue de la NBA pour le basket, la NFL pour le foot américain, etc. Donc le but, c'est de rejoindre les universités. Mais pour ça, tu es recruté sur tes films de match quand tu es au lycée. Et donc, nous, déjà que le niveau est moins bon en France, bien sûr.
Donc, Et c'est c'est encore pas moins pareil. médiatisé. Non, mais c'est ça. Mais, donc, c'est pas pareil d'envoyer des matchs Ah oui. quand tu joues en division junior en France que quand tu joues aux Oui, bien États-Unis sûr, bien sûr. au lycée, tu vois. Mais en plus, avec le Covid, j'avais pas joué de match ma première et ma terminale. Donc, c'était impossible de Ah partir en ouais. universitaire. Oui, ça remontait Donc, à trop longtemps. C'est pour ça, qu'il- donc je me disais, de toute façon, c'est mort. Enfin, je suis obligé d'arrêter de toute façon parce que j'avais contacté, quand j'étais parti seulement en tant qu'étudiant, du coup, au Canada, Ouais. j'avais une bourse scolaire parce que j'avais des bons résultats au lycée et du coup, j'avais pu partir au Canada avec une bourse. Et je me rappelle, j'avais contacté le coach de l'équipe parce que c'était une université, c'était l'université d'Ottawa et il jouait en division 1 canadienne. Et j'avais envoyé un mail au coach et tout. Et il avait dit que malheureusement, j'avais pas assez d'expérience pour jouer dans l'équipe et donc je pouvais pas. Et donc je m'étais dit, bon, bah c'est mort. Ok. Ouais, donc là, je sais ça te pas. brise un peu. Tu te C'est dis, ça. ok. Donc là, je suis parti là-bas quand en tant qu'étudiant. Je suis revenu au bout d'un semestre et demi parce qu'avec le Covid, c'était compliqué. Et quand je reviens en France, je me dis, non, mais en vrai, il faut que je retente. Ouais, C'est ouais. pas possible. Ouais, Je tu peux te pas. dis que t'as pas assez. Ouais, je me dis, je Ouais, peux c'est pas vrai que arrêter. Parce que j'avais fait de la boxe un petit peu. Mais je me disais, les sports de terrain, les collectifs, Ouais, c'est ouais. trop bien. Il faut que. Surtout que t'avais quand même un certain niveau, donc tu te dis, En fait, t'as pas donné tout ce que tu je pouvais sentais donner, que, oui, quoi. c'est ça. Je sentais que j'avais un potentiel parce que quand j'en avais fait, le peu que j'avais fait quand j'étais allé à Asnières, Hmm. et j'avais l'impression que tu vois, j'avais été pris dès le début au Junior Bowl. C'est un truc en France où, en fait, d'abord, t'as un tournoi départemental. Ça, c'est fait en octobre, tu vois. Mhm. T'as un tournoi départemental. Donc là, c'est équipe du 92 contre l'équipe du 93, l'équipe du 78 et tout. Et donc ça, c'est marrant. Ouais. Et tu fais des petits matchs. Si tu joues bien, tu es sélectionné au rassemblement Île-de-France. Et après, pour le rassemblement Île-de-France, c'est genre 3 jours de test. Et ils gardent peut-être la moitié ou un tiers. Et vous êtes combien à ce moment-là? Bah, du coup, Je crois une centaine, que t'es appelé. Ouais, ils ont dû être genre 70, un 80, je pense, appelé. Après, moi, c'était en 2018, tu vois. Donc, ouais. mais t'es appelé en rassemblement Île-de-France, on est peut-être 70, un truc comme ça. Et au final, ils en gardent 30 ou 40, un Ok. truc comme ça. Et ça, j'étais gardé. J'étais appelé pour le truc Île-de-France. Et après, je suis gardé pour le Junior Bowl. Et Junior Bowl, c'était toutes les régions, du coup, avaient une équipe au final. Et tu jouais, si je me rappelle, c'était à Vichy. Et tu payais rien. Genre, t'étais. Ouais. Transport, logé, nourri, Ouais. et tu faisais un tournoi de foot américain. Et là, il y avait des recruteurs canadiens, pas de grosses universités, mais de petites universités, etc. Mm. Et je me rappelle que là, j'avais fait que 1 an de foot américain, du coup, au Dragon. Et Ouais, donc, t'arrives déjà à ce j'arrive à niveau-là. Molos et Ouais. je fais 1 mois de foot US où je fais une nouvelle position. En plus, j'étais la catégorie d'âge junior. Du coup, t'avais 19, 18, 17 ans, tu vois, tu avais 3 différentes. Tu pouvais avoir 3 différentes années. Ça faisait du coup 2003, 2002, 2001. Mm. J'étais en 2003, j'étais dans les plus petits. Et direct, j'étais pris dans ce truc-là. Et c'est pas, Ouais, c'est donc pas là, tu te dis, grand-chose. il y a un truc à Mais, faire. mais dans ma tête, Oui, tu vois, je me oui, dis, oui, c'est ah, c'est normal. trop cool. Ah oui, je kiffe. ça s'accélère en C'est fait. ça. Et je me dis, ah, ça se trouve, ça faisait. Ouais, ça faisait. J'avais fait juste une saison cadet où j'y allais les samedis vite fait. Mm. Et là, j'avais joué un nouveau poste et tout. Et j'avais été pris pour ce truc-là. Et je me disais, ah, bah, c'est cool, ça se trouve. Tu vois, dans 2-3 ans, je peux faire équipe de France si Ouais. je m'entraîne beaucoup. Et ouais, il y avait ce Donc là, sentiment. c'est un peu la naissance du rêve à ce moment-là. Ouais, exactement. Je pense Ok. que ça, c'est de me dire, pas je veux faire du foot US juste pour Ouais. le plaisir ou me faire kiffer, mais peut-être qu'il y a un truc à faire. Ok. Et comme j'avais toujours voulu aller en plus faire mes études en Amérique du Nord, et que c'est le sport numéro 1 là-bas, donc tu peux avoir des bourses, etc. Mm. Et ben je me disais vraiment, ça peut être une opportunité et m'aider pour réaliser ce projet. Ok. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, après la transition vers les Rostock. Ah oui, c'est ça, transition vers Rostock. Donc je reviens en France après le Canada où j'étais parti qu'en tant qu'étudiant. Ok, donc là Je on me est quoi, dis, 2022 2022, ouais, 2022, je me dis, il faut que je retente. Et là, le club qui était, à ce moment-là, le club qui était le plus proche, où c'était le plus simple d'y aller, parce que Asnières, du coup, là où j'étais avant, ils avaient déplacé leur lieu d'entraînement pour une année et c'était beaucoup trop loin. Mhm. C'était Elancourt, les Templiers d'Elancourt, Ok. qui est dans le 78, mais en fait, c'était pas si. En voiture, c'était pas si loin. Et j'avais trouvé des mecs qui venaient de Chaville, qui allaient là-bas, donc on Ok. faisait du covoiturage. Ouais, Et donc je vais là-bas, je connais personne, tout nouveau milieu, complètement nouveau. Et donc là, je vais jouer en catégorie senior parce que j'ai 19, 20 ans, ouais, 19. 19 ans. Non, je vais jouer en catégorie junior, ouais, j'ai 19 ans, je vais faire ma dernière année junior. Je vais là-bas. Malheureusement,
je me pète la cheville, genre une semaine ou 2 semaines avant la saison, en décembre, après 3 mois d'entraînement. Ah, et t'as eu beaucoup de périodes de frustration. Ouais, c'est ça, c'est le moment où genre, ouais, il faut se dire. Et là, t'as été à l'arrêt pour combien de temps? Bah, en fait, comme la saison en plus c'est courte, tu sais, c'est janvier à mai, Ouais, je me casse la cheville et déboîté fin décembre. Et donc ça me. Ouais, c'est fini. Ouais, toute la saison c'est mort. Donc Ok. là, année d'après, je continue de m'entraîner. Je me dis, il faut que je tente quand même. Et là, je fais une saison complète senior avec cette équipe-là, où à 20 ans, où là, je fais des très bonnes statistiques. On était en deuxième championnat national. Ok. Donc je crois que tu en as 3 ou 4. Et ce qui m'a aidé aussi, en fait, c'est que on a rencontré 2 fois une équipe qui était coachée par le coach de l'équipe de France. Ok. Et comme ils étaient dans notre division, on a joué 2 fois contre eux. Et les 2 fois, j'ai fait des bons matchs. Et donc, il m'a repéré un petit peu. Et il a regardé à la fin de la saison mes statistiques et tout. Et, et mon film, je pense. Et comme j'avais fait des bonnes statistiques, etc., j'ai été convoqué en équipe de France en octobre 2024. Ok. Donc là, j'étais trop content parce que c'était ma première vraie saison complète de foot américain. Ça faisait 5 ans ou 4 ans que j'en faisais. Mais c'était la première fois que je faisais une saison complète où je faisais plus de 3 matchs, tu vois. Et donc, j'étais trop content. C'est vrai qu'en fait, quand tu compares, parce que pour peut-être beaucoup de gens qui regardent le podcast, ils vont se dire, mais bah, c'est pas grand-chose parce que c'est du football américain. Mais en fait, si tu prends, je sais pas, par exemple, l'échelle d'un gars qui fait du basket ou du foot, c'est un parcours qui est hyper accéléré, en fait. De se dire que tu arrives à ce niveau-là en aussi peu de temps, avec toutes les galères que tu as pu connaître, le Covid, les blessures, etc. Et même les entraînements un peu décalés, les clubs un peu moisis et tout, tu vois, c'est vrai que t'arrives, l'équipe de France, c'est quand même un truc, tu touches un peu au monde pro, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, comme tu dis, comme c'est un sport où il y a beaucoup moins de licenciés et qui est beaucoup moins connu, en France, tu peux très rapidement atteindre. Tu vois, là, en une saison, aller en équipe de France, alors qu'avant, j'avais arrêté et que j'avais quasiment rien fait. Donc, c'est rapide de se rendre entre guillemets, haut niveau en France. Après, comme c'est pas un sport français, c'est un sport américain, et bah, il faut essayer de vite faire la transition pour aller jouer et se mesurer au vrai haut niveau qui est l'équivalent de la Pro A au basket en France, la Ligue 1 au foot en France, etc., qui est aux États-Unis. Et donc, grâce à cette campagne équipe de France, ça m'a permis d'avoir un peu le CV pour essayer de jouer justement professionnel en Europe. D'accord. Et c'est là que je vais au Rostock Griffins. Mais comment ça se fait? Genre, il n'y a pas de recruteur qui te voit ou c'est toi qui dois démarcher? En fait, tu as un site qui s'appelle Europlayers, Ok. qui est très utilisé en Europe par les coachs et les joueurs, où tu mets ton profil et du coup les équipes peuvent te contacter. Ok, tes vidéos. Tu mets des photos de toi, ton highlight, donc genre tes meilleures actions. Tu mets une description, où est-ce que tu as joué, ton poids, ta taille, etc. Et moi, c'était en fait, j'avais un ami à moi qui avait joué en université en Angleterre avec un joueur qui jouait aux Griffins, l'équipe des Rostock Griffins, et qui partait et il jouait ma position, running back. Et donc, il cherchait quelqu'un pour le remplacer, les Rostock Griffins. Et il avait parlé de moi, enfin mon pote lui avait parlé de moi, il a regardé mon film et il l'a envoyé à son coach. Et le coach a bien aimé, il m'a contacté. Donc c'est par un ami qui connaissait un ancien joueur que ça s'est fait. Ils m'ont contacté et je les ai eus au téléphone. Ils t'appellent, ils t'expliquent comment est gérée l'équipe, l'organisation, où est-ce que tu vas vivre, les infrastructures, salle de sport, terrain d'entraînement. Bien sûr, moi j'avais des questions sur comment tu es traité niveau soins, les kinés, etc. Si jamais tu as une blessure et que tu dois te faire opérer. Et donc il t'explique tout ça. Et ça s'était bien passé. Il m'avait dit qu'il me proposait de venir jouer chez eux. Et c'était la seule option que j'avais sur le moment. Et puis c'est un peu un rêve aussi. Ouais, c'est ça. Et c'était une équipe qui avait une structure solide. C'était exactement comme tu as dit, GFL2, donc deuxième ligue allemande, mais qui avait déjà eu un joueur qui avait fait une bonne saison et qui était parti au niveau supérieur. Et le but, c'était vraiment d'utiliser ça comme tremplin. Donc d'aller là-bas, faire une super saison pour après atteindre soit la Ligue du Dessus, la GFL1, soit la Ligue européenne, European League of Football, ELF, où ça c'est un peu comme la Champions League qu'on a au foot, tu as des clubs un peu dans tous les pays. Ouais, c'est ça. Et, il y a 4 divisions, j'ai vu ça. Exactement, ouais. Et ta division est nord, sud, est, ouest. Et le but, ça c'est le plus haut niveau européen. Donc c'était le but ultime.
Et donc, c'était d'utiliser ça, les Rostock Griffins, comme tremplin. Donc là, je signe là-bas, je suis trop content. Ok. Et donc ensuite, par rapport au niveau du championnat, du coup, en Allemagne, et ta vie un peu là-bas, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Toi, du coup, tu avais déjà connu cette expérience à l'étranger avec le Canada et les études. Et puis même, je sais que tu parles anglais, tu es quelqu'un d'assez social. Donc, pour t'intégrer, je pense que ça n'a pas été trop compliqué. Oui, en fait, ça va parce que les équipes, comment c'est structuré? C'est que sur une équipe qui va faire à peu près 50 joueurs, en fait, tu as le droit à 10 joueurs étrangers. Ok. Et donc, tu as 40 Allemands, mais après, tu as 10 joueurs, ça s'appelle les imports. Donc, souvent, c'est les joueurs qui vont être payés, logés, et les joueurs les plus importants qui vont être à des postes clés. Donc, il y avait des Américains, des Anglais, Irlandais, Écossais. Et donc, tu étais avec ce groupe-là, en fait, d'étrangers que tu rencontres dès le début, quand ils viennent te chercher à Et vous l'aéroport. êtes logé dans un centre ou On était logés dans une résidence, dans un immeuble. Ok. On avait Tous ensemble. en coloc où nous on avait 3 ou 4 appartements et on était 2 ou 3 par appartement. Ok. Et donc les appartements, en vrai, ils étaient classiques mais très bien. Ouais. Et donc, dès le début, tu les rencontres. Et donc ça te fait déjà un petit groupe où. Oui, t'es un groupe dans le groupe. C'est ça, Ça, exactement. t'arrives pas dans le C'est vrai vestiaire. que c'est ça, t'arrives pas qu'avec des Allemands qui parlent allemand. Après, les Allemands parlent bien anglais. Ouais. Mais comme t'as. Enfin, direct, t'as cette. Ce truc de déjà, on n'est pas allemand. Cette proximité de. Ouais, on est les joueurs étrangers qui ont été recrutés pour aider, être les piliers dans l'équipe. Et donc, moi, ce qui était trop bien, c'est qu'un de mes colocs, il avait 1 an de plus que moi. Ok. Tu vois, donc la plupart, les autres, ils étaient un peu plus âgés. Ils avaient 27, 28, 29. Et lui, il avait 1 an, de plus, il avait 23. Ouais. Donc, direct, c'est devenu mon meilleur pote. Et. Non, en vrai, c'est les Américains en plus, donc ils sont hyper Ils sont sociables. ouverts, Et c'est vrai que c'est ceux avec qui tu tournes beaucoup. Il y a quelques Allemands avec qui tu deviens hyper pote aussi, mais un peu moins. Parce que aussi, GFL2, il y a que les imports qui sont payés. Ouais. Ok. Donc, Donc tu sentais ce truc un peu de. Comment Est-ce que tu sens un peu ce truc de rivalité? Enfin, forcément, Non, parce que ça reste un non, sport. pas du tout. Il n'y a pas une rivalité ou quoi. C'est juste que les autres, ils travaillent et tout. Donc, quand tu es là-bas. Oui, c'est un peu ton métier. c'est ton quand métier. t'es import, c'est ton métier. Donc, tu t'entraînes que pour ça. Alors que eux, les joueurs allemands, c'est leur. Ils ont hobby, un quotidien, ils ont un quotidien local à côté. Un entraînement à côté et tout, mais c'est pas pareil. Moi, je les voyais, 90%, 99%, je les voyais que à l'entraînement, tu vois. Okay, ouais. Il y avait quelques jeunes que je voyais hors, mais sinon, je les voyais que à l'entraînement, les Allemands. Alors que les Américains, on habite ensemble, donc on sort tout le temps. Oui, et puis vous avez le même train de vie, quoi. Un mec qui travaille à côté, tu vas pas le voir pendant que toi, t'es libre. Et en fait, c'est. Ok, c'est très intéressant. Et le niveau du championnat, un peu, c'est mieux que la France? De ce qu'on m'a dit, moi j'ai joué en France en division 2, j'ai pas joué en division 1, ça s'appelle l'élite. Ouais. Et de ce qu'on m'a dit, c'était à peu près équivalent. Après, je saurais pas dire parce que je pense qu'en fait, en GFL2, à ce niveau-là, il y a une grande différence entre les derniers du championnat et les premiers du championnat. Et donc, je pense que c'est à peu près équivalent. Peut-être que, en fonction des années aussi, je suppose, quand il y a des super équipes qui ont eu des rosters de fous, peut-être que l'élite est un peu plus fort, peut-être que la GFL2 est un peu plus fort. De ce qu'on m'a dit, c'était à peu près équivalent, mais après, je veux pas. Enfin, les deux, c'est des bons niveaux, tu vois. Des bons niveaux, Parce que. Ce qui est vrai, c'est qu'en GFL2, moi, ce qui m'avait impressionné, c'était le niveau des imports, justement. Les Américains là, qui étaient avec moi. Tu sentais qu'il y avait un écart C'était incroyable, quoi. Ils avaient fait. Certains avaient fait des camps NFL. Donc, tu sens que toute leur vie, en fait, elle a été. Ça, c'est les mecs qui font ça depuis qu'ils ont 5 ans. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas eu une opportunité pour jouer dans les ligues américaines. C'est pour ça qu'ils s'exportent souvent. Parce qu'il y a tellement de monde, forcément. C'est ça. Ils vont en Europe faire ça et pour eux, du coup, c'est genre tranquille, tu vois. Okay. Tu vois vraiment la différence de niveau là. À Rostock, il y avait des mecs qui avaient. Il y en avait un, quand il était au lycée, il m'avait raconté, il était top 2 de son état à sa position. Incroyable. Alors, le mec, c'est comme s'il avait été deuxième meilleur défenseur d'Île-de-France en jeune, tu vois. Genre, c'était. Les mecs, ils avaient vraiment du niveau. Ok, ouais, franchement, c'est incroyable. Forcément, j'imagine pour eux, ça doit être. Il y a tellement de monde aux États-Unis dans tous les sports et les drafts, c'est tellement serré que forcément, ça doit être compliqué pour eux d'arriver en Europe. Voilà. Et du coup, c'est quoi la journée type parce que du coup, vous étiez professionnel.
Et Ouais. votre journée type, ça se passe comment? Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui m'intéressait, la nutrition, les soins, etc. Ouais. C'était quoi le niveau de tout ça? Bah, ça, après, ça va dépendre des équipes, mais celle-là, elle avait vraiment une super structure où ils étaient en partenariat avec un cabinet de kiné. Ok. Et donc, tu pouvais aller, enfin, il fallait juste prendre rendez-vous et tu avais le droit à séance illimitée. Incroyable. Tu donnais tes horaires, etc. Et donc, tu pouvais te faire traiter. C'était génial. Ok. Pour le Et toi, coup, tu as déjà très vite ce sens-là de le corps, c'est important, je dois en prendre soin. Ouais, Ok. parce que par chance, et comme aussi, je pense là, tu as pu le comprendre, genre, j'ai une carrière où en réalité, j'ai pas non plus énormément joué. Mhm. Tu vois, je me suis beaucoup entraîné, mais ça a été très vite au niveau des saisons. Là, c'est en vrai que ma deuxième saison Ouais. de complète, Mhm. au moment où je suis à Rostock. Donc, j'ai pas eu de blessures style commotion ou autre. Mais par contre, les blessures musculaires, j'en ai eu plein. Enfin, je me suis Bah oui, parce cassé que la t'as pas cheville. le corps Mais d'un je me mec suis fait des qui... déchirures, je me Ouais. suis fait plein de petites blessures, de micro-blessures, et donc ça, je comprends très vite. En plus, quand j'arrive à Rostock, je sais pas si on en parlera peut-être après de la transition Ouais, ouais. avec, Avec les du Nordiques. coup, exactement. Ouais. Mais quand j'arrive à Rostock, j'arrive le 15 avril, je crois, et le 25 ou 26 avril, on a match de pré-saison, donc un match avant le début de la saison, parce que là-bas, les saisons dans les championnats pro ou semi-pro, donc GFL 2, GFL 1 et le championnat européen, Mhm. et ben c'est l'été. En fait, ça commence Ah mai ouais. et ça finit en septembre, parfois en octobre. Et donc, c'est pas les mêmes périodes que la saison française, où la saison française, c'est de janvier à juin. Et donc, quand j'arrive là-bas, on fait un camp de pré-saison et je me fais une blessure à l'ischio Ok. au début. Et donc, je peux pas jouer le match de pré-saison. Donc, les présidents, les coachs, tu vois, ils sont un peu vénères. Ouais, Parce que ils te payent, ouais. genre, Ça- ils te payent salaire, ils te logent, ils te nourrissent un petit peu, ils te payent le billet d'avion, enfin tout, tu vois, ils ouais. investissent. Donc quand t'es blessé et tout, ils ont envie que tu joues blessé. Et moi, je leur disais que surtout quand on a une blessure à l'ischio, si tu forces dessus, Ouais. ça peut se déchirer Avec les de fou, tu vois. accélérations et tout, ça va très vite. Hein, c'est vrai. Donc je me blesse au début et donc ils étaient un peu énervés parce qu'en plus, le match d'après, comme ils m'ont mis la pression, pour le coup, j'ai joué. Mais là, T'étais encore blessé, tu sens? ouais, j'étais encore blessé Ok. et j'ai joué dessus parce que ça faisait une semaine et demie quand même que je l'avais reposé, mais j'ai senti que ça retirait. Donc j'ai joué qu'une mi-temps, j'ai fait une bonne mi-temps, j'ai marqué, mais ça m'a refait mal. Donc le match d'après, j'ai dû encore ne pas jouer. Ah Et ouais. je sentais, tu vois, que j'avais la pression et que Ouais. les mecs, ils sont pas contents. Ah, parce que- forcément, déjà qu'il n'y a pas forcément beaucoup de matchs dans une saison, mais ils te payent et ils Ah se ouais, disent... c'est ça, exactement. Ah, ok. Et du coup, à ce niveau-là, c'est à ce moment-là, tu te dis, ouais, je vais faire plus de soins Mm. et faire plus attention à mon corps. Donc ça veut dire que tu fais combien de séances environ Je faisais, là, à ce moment-là, j'allais chez le kiné tous les jours quasiment. Ok. Donc Franchement, ça veut dire que c'était le trop- matin, c'est- tu te lèves, vous avez combien de séances d'entraînement par jour? On avait, ah oui, excuse-moi, parce que tu m'as demandé la routine. On avait, avec l'équipe, on avait que 2 ou 3 entraînements. Par Souvent, on jour? faisait, non, Par dans semaine? la semaine, Ok. tu avais mardi, jeudi et parfois le vendredi. Et après, tu avais, nous, les imports, en fait, on avait tous les matins séance de film Mhm. où en fait les entraînements ils étaient filmés avec un drone et donc comme le foot américain oui c'est un sport où en vrai t'as vraiment un côté stratégie parce que même si on a l'impression que tout le monde se rentre dedans Mhm. en fait tout le monde a des assignations précises et quand t'es receveur et donc que tu reçois la balle en attaque Mhm. et ce que tu dois courir c'est ça s'appelle des tracés, c'est vraiment précis, tu dois courir 5 mètres tout droit et après avec un angle à 90 degrés, Ok, tu vois, en ouais. fait, c'est que des trucs précis. Donc vous, les imports, vous travaillez vraiment ça à la vidéo? Ouais, c'est ça, à la Ok. vidéo. Avant les entraînements communs, donc on en avait 2 ou 3 par semaine, t'avais un tout petit peu de vidéo avec Ok. les Allemands, mais souvent c'était 10-15 minutes. Mais nous, les imports, tous les matins à 10 h, en fait, comme on était logés au même endroit et le coach était logé juste à côté de chez nous, on allait chez lui et il avait une télé et un tableau blanc. Et donc on faisait 1 heure, 1 heure et demie de vidéo tous les matins, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Et le coach, c'était un Allemand? Le coach, c'était un Allemand. Ok. Donc conférence, visio en Non, anglais? là, on y allait. Comme il habitait l'immeuble à côté, on y allait Ok. en présentiel le matin. Il avait un grand salon. Ok. Et donc, on y allait dedans. Mais et- tout était en anglais, du coup. Ouais, tous les coachs te parlent en anglais. Les joueurs allemands aussi, enfin, tout le monde parlait anglais parce que ni les Américains ni moi Non, pas allemand. Ouais, ne savaient parler allemand. Donc, Ouais, ouais. Et le staff, c'est à peu près combien de... le staff, c'est. Je pense qu'il y a une. Ça dépend.
une vingtaine de Ah ouais, coachs quand qui même. sont tout le temps là aux entraînements et tout. Ah ouais. Une dizaine, entre 10 et 20. Ouais, une grosse dizaine. Et après, bah, pour le coup, les jours de match, là, les Rostock Griffins, c'était vraiment une équipe qui, oui, qui avait une bonne structure et grâce à une bonne fanbase. Mhm. Et donc, il y avait vraiment, au match à domicile, il y avait entre 2 et 3 000 personnes, je pense. Ah, quand même. Donc, le jour de match, tu avais beaucoup de staff. Je sais pas si c'était des bénévoles, mais tu avais là beaucoup plus de monde qui aidait à organiser bah, tous les stands de nourriture, les stands de vente de produits dérivés, etc. Mhm. Mais oui, juste pour revenir à ce que tu disais, on avait après, nous, les joueurs imports, donc on s'entraînait à la salle de sport tous les jours. Et aussi, on ajoutait parfois des entraînements. On avait un stade juste à côté de chez nous, Ok. une fois, deux fois, donc ça te faisait 3 à 4 entraînements terrain, mais souvent plutôt 3, parce qu'en saison, t'as pas envie non plus de te cramer. Mhm. Et à la salle de sport, 4-5 fois. Et le matin, t'avais la visio pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ok, donc après ça, bah, ça faisait beaucoup de temps libre. Oui, en vrai, pour t'as beaucoup, visiter. t'as beaucoup de temps Ça libre. va, c'était bien la vie. En vrai, c'était sympa. Rostock, c'est une ville de taille moyenne. Je crois que c'est 200 000, 220 000 habitants. Ah, quand même, ouais. Donc, en vrai, c'est cool. Il y a des centres commerciaux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la plage. Ah ouais. Après, c'est la mer Baltique. Ouais, Donc, ouais, l'eau ouais, est pas donc, très chaude. ouais, j'imagine, Mais ouais. c'est quand même sympa quand il fait pas hyper chaud, mais il fait genre 24 degrés et tu peux aller te poser à la plage et tout. Donc, non, franchement, c'était hyper sympa. Euh, C'est un cadre de vie plutôt cool en vrai. Oui, Enfin, ouais, non, en vrai, en plus, pour tes débuts dans le monde Oui, pro, c'est ça. En fait, j'étais pas dans un village non plus trop paumé, Ouais, ouais. mais surtout là où j'ai vraiment eu de la chance, c'est que c'est une organisation que je pourrais que recommander parce que bah, le logement était bien, ou dès que tu avais un petit problème dans ton logement, direct il y avait quelqu'un qui venait réparer ouais. quoi que ce soit. Là, le physio, tu vois, Ouais, le vous kiné, avez, c'était vous avez les hyper. meilleures conditions possibles. Oui, c'est ça. Et malheureusement, il y a des joueurs qui se sont fait des blessures graves, tu vois, des imports. Et direct, ils ont été. T'as rendez-vous à l'hôpital, moi-même, mon ischio. Hop, je me suis fait mal. Quand je me suis refait mal en jouant dessus, match le samedi, dimanche, j'étais à l'hôpital. Le matin, scanner, j'ai fait que 20 ouais. minutes d'attente. En fait, Ça, c'est pas mal. comme les Bah, les dirigeants, dirigeants, ils sont pas mal dans la police, mais au gradé de la ville, et ben, ils ont des contacts un peu partout. Ok. Et du coup, c'est pratique, pareil pour les Américains qui doivent faire leur visa. Et ben, ils facilitent ça. Ok. Tout ça. Ah Donc, ouais. non, franchement, c'était une C'est une expérience. bonne C'était organisation, vraiment une ok, bonne ok. expérience. Les Américains. Mais ça, tu vois, étaient c'est trop peut-être sympas. une des différences avec la France où il n'y a pas forcément ça. Enfin, à l'échelle de ce que tu as connu, après, tu étais en division 2. Peut-être en division 1, c'est différent, mais c'est vrai que ce genre d'infrastructure-là, pour une équipe en division 2, c'est quand même pas. Surtout, c'est pas le sport populaire non plus en Allemagne, donc c'est quand même pas mal. Et au niveau du salaire, tu touchais à peu près combien, si tu veux en parler, Ouais, non, bien sûr, pas de souci. chez les Rostock? Pour le coup, là, c'est comme c'est deuxième division allemande et que c'est semi-pro en vrai, parce qu'il n'y a que les imports qui sont payés. Là, j'étais logé, ils te logent, j'avais 2 repas gratuits dans des restaurants, parce que c'était cool, c'était un partenariat. Ok. Et ils te payent après. Par jour? Non, pas par jour, par Ok. semaine. Non, arrête, ça aurait été trop bien. Ah, ça aurait été Non, ouf, par franchement. semaine. Et après, ils te payent le billet d'avion, tout ce qui est soins, ils te donnent le matériel. T'avais genre un Genre, casque, si tu veux retourner un voir ta casque hyper famille. bien, des épaulières bien, Ok. c'était cool. Surtout que c'est cher, les équipes. Non, pas si tu veux retourner voir ta famille, ils te payent ton aller et ton retour pour aller dans le pays, tu vois. Après, si tu Ok. retournes voir ta famille, là, ça tes frais. Ouais, ouais. Et après, je t'ai payé 750, je crois, euros Ok. net par mois. Mais c'était mon tout premier contrat et j'étais. Enfin, du coup, c'est pas beaucoup, tu vois. Ouais. Je sais que les Américains qui étaient là depuis plus de temps, ils pouvaient toucher 1200, 1300, 1400. Ok. Comme ça, mais Après, c'est en vrai, quand même- quand t'es nourri logé, ça veut Bah, dire que. ça, je sais pas s'ils étaient plus nourris, mais on t'es pas vraiment nourri. Hein. Ouais, oui. 2 repas par semaine, c'est toujours ça de gagner. Mais c'est vrai que ça reste quand même à ce niveau-là. Enfin, c'est compliqué d'en vivre si t'as que ça. Ouais, ouais. Souvent, il faut faire un travail à côté, au moins sur une autre période de 6 mois, vu que la saison en vrai ça dure que 6 mois. Quand, Est-ce qu'ils te soit payent pas quand c'est pas la période? Du coup, puisque tu. Moi, Parce que moi c'est c'était comme un si tu contrat que travaillais pour pas, la quoi. saison, tu vois, bah, c'est Ouais. ça. Donc après, enfin, j'ai pas envie de dévoiler genre Ouais, leur ouais. contrat et tout, tu vois, mais je sais que c'est possible d'avoir, quand t'es un joueur américain qui est hyper important pour l'équipe et qui reste plusieurs années, ils peuvent te payer même en off-season, quoi, Ok. pour te trouver un travail, mais ça reste. C'est pro parce que t'as un contrat, que t'es payé et tout, mais en vrai, c'est du semi-pro à ce Ouais, niveau-là. Et même, enfin, on en parlera par la suite, mais même en Europe, ça reste souvent cette situation-là.
Ok. Ok, c'est intéressant. Ensuite, j'aimerais un peu parler de. Tu sais, dans le foot, moi j'aime beaucoup le foot et c'est un peu ce que je connais. Je sais que dans les centres de formation, très vite, il y a un peu ce conflit entre les jeunes. Tu sais, on te fait très vite comprendre que pas tout le monde sera pro. Ouais, ouais. Et il y a une forte concurrence, en fait. Tu vois, donc, surtout, par exemple, je sais pas, dans un effectif, tu as 3 gardiens. Il y en a forcément il y en a forcément 2 ou 3 qui seront pas gardés, tu vois. Comment à ce niveau-là, il y a la concurrence? Parce que c'est des effectifs beaucoup plus gros en fait. Tu vois, au foot, t'as que 11 joueurs Ouais. et t'as 5 mecs qui peuvent rentrer. Donc, comment ça se passe la concurrence à ce niveau-là dans le football américain? Et est-ce que tu ressens la même pression? Tu vois, parce que est-ce qu'il y a pas vraiment ce système de draft en Europe, mais est-ce que tu ressens cette pression de stater, tu vois? Est-ce qu'il y a un peu cet individualisme dans le collectif? Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça me permet de parler d'une expérience que j'ai faite aux États-Unis. Ouais. Parce qu'en France et en Europe, j'ai pas trop eu cette impression-là parce que bah, en France, on n'était pas non plus 200 entraînements, tu vois. Enfin, on était genre 30, 40, 50 parfois. Donc, oui, il va y avoir des remplaçants, mais c'est pas. Enfin, il y a rien de spécial, entre guillemets. Et quand j'étais au Rostock Griffins, comme tu es recruté, bah, t'es déjà recruté, donc t'as pas, tu sais que tu vas être titulaire quand tu es un joueur import, que tu es un des 10 joueurs qui sont payés Ouais. et logés, tu vois, tu sais que tu es titulaire. Mais donc, tu sens pas Donc, vraiment. t'as pas vraiment. Par contre, tu as la pression, justement. Tu es un des joueurs payés. Moi, ça, je l'ai vraiment ressenti quand j'ai eu ma blessure. Que, Ouais, genre, on en faut parlera par jouer, la quoi. suite, Ouais. mais qu'en vrai, j'ai failli me faire saquer. Ok. Donc on en parlera quand on parlera de la transition avec la deuxième ligue où j'ai joué. Mm. Mais tu sens une grosse pression. Surtout quand moi j'avais 22 ans, j'étais un des plus jeunes de l'équipe. Les plus jeunes, Ah oui. avaient 19 ans, 20 ans. Ouais. Donc, Oui, tu sens- les jeunes Allemands. c'est ça, Ouais. exactement. Tu sens cette pression. Mais par contre, l'esprit de compétition, comme tu dis, quand j'ai été aux États-Unis été 2024 pour faire des camps de détection pour aller en universitaire. Et ça, c'était après ma grosse saison Ok. au Templier d'Elancourt, là, en 2024. Du Ouais, coup, donc un peu avant. où j'ai fait c'est ça, c'était. J'ai fait ma saison de janvier à juin 2024 au Templier. J'ai fait ma grosse saison où par la suite, tu sais, j'ai dit en octobre, j'avais été pris en équipe de France. Mais l'été, je m'étais dit, vas-y, je vais tenter quand même. Je vais y aller comme ça, faire des camps aux États-Unis où en fait, le but, c'est d'avoir une bourse pour jouer en université en division 1, dans les grosses universités où tu vois les campus incroyables, les stades de 80 000 personnes, etc. Et en fait, ça, il faut jouer sur le circuit lycéen américain, être un bon joueur. Et après, tu as des camps qui sont ouverts à tous où il faut payer 40, 50 balles. Mm. Et tu vas là-bas et tu performes des exercices spécifiques pour voir la vitesse à laquelle Ouais, la tu cours, vitesse, ouais. tu sautes, etc. Et après, tu fais des 1 contre 1, justement. Tu as les oppositions. Et là-bas, c'était. Tu sentais que c'était plus haut? Ouais, et là, tu sens exactement comme tu as dit que les mecs. C'est des gars qui viennent certains qui viennent un peu de rien Mm. et c'est leur seul moyen de s'en sortir parce que Ouais. l'école c'est payant aux États-Unis, t'as pas quasiment pas d'école gratuite et c'est la mentalité en plus Ouais, c'est un vraiment peu, américaine. tu meurs ou tu crèves. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment la mentalité américaine de vas-y, je vais me donner ma chance. Personne va rien me donner, je vais me faire ma place et tout. Donc là, quand t'avais les oppositions et tout le monde se double. Et moi, tu vois, j'arrivais en tant que Français. Ouais, un peu gentil en c'est mode. ça. Je non, me mais disais quand même, tu vois, j'avais envoyé beaucoup d'argent, de mon argent personnel de mon job étudiant que j'avais économisé et tout, tu vois. Et je me dis, vas-y, je vais là-bas tout seul, 2 semaines et demie. Je me suis payé mon billet d'avion. J'avais un billet d'avion aussi interne pour faire des camps dans différentes parties des États-Unis. Ouais. Et je m'étais fait tout mon itinéraire tout seul, en louant des Airbnb, etc. Et là, j'ai fait en 2 semaines 6 camps, où c'est 2-3 heures, ça te prend 2-3 heures, tu vois. Et donc, t'arrives et là, c'est l'usine, tu vois. Genre, une université, elle va peut-être faire 2-3 camps par jour pendant 3 semaines. Donc, il voit, je sais pas combien de milliers de jeunes défier. Et il y en a combien qui sont gardés? Et donc, ça, c'est pour avoir une chance dans une université. Ça, c'est pour espérer avoir une bourse. Ok. Et sachant qu'en vrai, je me suis rendu compte que c'est très dur d'avoir une bourse juste sur des camps, parce que souvent que si tu performes bien un camp, ils vont se dire ah t'es qui, bah envoie-nous ton film, etc. Et moi à ce moment-là j'avais assez j'avais juste le film d'une saison, tu vois, mais j'avais pas du film de lycée américain, etc. Et ouais, en fait après ils regardent pas le parcours scolaire. Si, ils regardent aussi un peu, ils regardent aussi ton parcours scolaire, Ok. mais c'est un peu comme des détections de foot qu'il y aura en France, tu vois. Et donc là t'arrives, t'as oui c'est ça, genre t'as les mecs juste avant toi qui sont en train de partir.
T'arrives, il y a genre, on est genre 200, 300, Ouais. je sais pas. Et genre, c'est truc à la militaire, t'as les Ouais. mecs qui sifflent, tout le monde qui fait ses... Incroyable. Tu fais tes montées de genoux, limite, tu touches les mecs à côté de toi et tout. Alors, c'est vraiment l'usine de ouf, tu vois. Surtout que Et- c'est un grand, enfin c'est un stade Ouais, c'est généralement. ça. Je l'ai fait. Putain, oui, le parfois, stade, tous les coins du stade ils doivent être occupés. Ouais, et tout, ouais, ça c'est doit être dingue. ça. Et ce qui est impressionnant aussi, et ce qui était trop stylé, c'est que parfois tu fais ça dans le stade où les mecs y jouent. Hmm. Donc tu fais ça dans un stade qui est vide, bien sûr, mais dans le stade de 70 000 places et tout, trop stylé. Donc ça, c'était une bonne expérience justement pour voir ce côté mentalité, etc. Hmm. Et donc ça, j'ai fait ces détections-là. Et ça, Mais c'est- comment est-ce qu'ils vous disent si vous êtes conservé ou non? bah, en fait, c'est à la fin, Ah oui. les coachs, il y a des coachs qui viennent te voir ou pas. Et Il y en a combien à peu près, tu sais, qui sont. en vrai, je sais pas, mais je pense que sur Une trentaine 300 mecs qui font le truc, t'as peut-être 10, 15, 20 Incroyable. mecs qui Ah ouais, ouais. sont abordés. Et comme je te dis, c'est rare qu'ils t'offrent direct une bourse sur le Ouais. moment. Ils vont en Oui, c'est premier une contact, chance. ou le mec il va te donner sa carte ou des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Mais En fait, c'est et puis ça, vraiment. après, tu vois, une aiguille dans une botte de foin. Quoi. C'est ouais, vraiment. ouais, c'est vraiment c'est chaud. Et ça, j'avais eu 2 coachs sur les 6 camps que j'avais fait qui avaient. Enfin, il y en avait plusieurs qui m'avaient parlé, etc. Mais il y en avait 2 qui étaient vraiment intéressés pour des petites divisions 1 américaines. Hmm. Et malheureusement, en fait, ça s'est pas fait parce que tu as des règles. Comme j'avais déjà étudié en France et que tu peux jouer qu'un certain nombre de saisons, tu as ce qu'ils appellent une éligibilité. Et bah, il me restait pas beaucoup de saisons à jouer là-bas et donc c'était pas très intéressant. Et donc au final, ça s'est pas fait. Mais c'était quand même une expérience trop stylée. Mais après, surtout qu'en plus, toi, tu payes ton truc de ta poche, etc. Ouais. Et comme tu as dit, vous êtes 200-300 et il y a des mecs qui viennent soit de ghetto, enfin, c'est de l'opportunité de leur vie. Ouais, Quoi. ouais. Tu vois, je pense même même la majorité des mecs qui sont là-bas, Ouais. en vrai, tu vois, ils ont pas une cuillère en or dans la bouche. Donc franchement, ouais, ça doit être une expérience incroyable. Et je voulais revenir un peu sur tes blessures avant de basculer sur ton transfert au Nordique. Ouais. Comment est-ce que tu restes motivé dans ce genre de moment? Parce que une saison de foot, par exemple, je prends toujours cette comparaison, mais il y a beaucoup plus de matchs. Donc ça veut dire que tu peux avoir cet objectif de te dire, bah, ok, j'en loupe 3, mais je serai là pour les 35 restants. Tu vois? Mais quand tu as 10 matchs dans une saison, c'est très compliqué de rester motivé et de se dire, tu vois, d'avoir cette mentalité de se dire, je vais faire mes exercices correctement. Chaque jour, je vais faire du kiné, tu vois, de la rééducation, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, t'as complètement raison, c'est dur mentalement. Parce que moi, c'était pas ma première blessure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais revenu du Canada et que je me suis dit, allez, je m'y remets au foot américain, il faut que je tente, il faut que je vois au moins, est-ce que je peux essayer de faire un truc. Dans le milieu, ouais. Et c'est exactement. Et que je me casse la cheville juste avant la saison. Et j'avais déjà eu des blessures avant. Et là, avant le match de pré-saison, donc tout début, ça fait 10 jours que je suis là, tu vois. Et je commence à faire mes preuves, bien m'intégrer. Et les gars, ils me disent, oh, tu vas faire une super saison et tout. Et là, je me fais blessure à l'ischio. Et je sais que l'ischio, en plus, c'est pas. C'est une longue blessure. C'est pas comme si je me prends un coup, tu vois, et que j'ai une contusion, un gros hématome et que je peux prendre un antidouleur ou strapper. Là, ischio, je me suis déjà fait plusieurs fois, malheureusement. Et je sais que c'est une petite lésion qui peut vite s'agrandir si tu forces trop dessus, tu vois. Et donc. Avec là, en plus, les dirigeants qui te mettent la pression. C'est ça, en fait, je me suis dit. Et au final, tu es tout seul, parce que malgré le fait que tu sois entouré de tes amis qui sont un port, au final, t'as pas ta famille, tu vois, ouais, donc t'as une forme de solitude en vrai qui peut s'installer. Exactement, t'es tout seul et tu le dis juste ça à tes potes et à ta famille et ils te disent courage, ils peuvent rien faire, tu vois, mais après t'es tout seul et tout le monde, tu vois, ils pensent déjà est-ce qu'il va traîner cette blessure toute la saison, est-ce que cette saison elle va être morte, donc les Américains, même si c'est tes potes et tout, tu vois qu'ils te regardent un peu en mode ah ouais. Et puis c'est comme aussi ces mentalités américaines, tu vois, pour eux c'est genre tu te blesses, tu joues quand même, tu vois. Et donc ils disent ah ouais, est-ce que c'est une shot, tu vois, le mec ou pas. Enfin pas vraiment, mais un petit peu, tu vois. Et puis c'est ça, t'as la pression du président et tout. Et moi, avant mon transfert nordique, ils avaient signé un autre running back pour venir. Ils disaient que c'était pour venir me complémenter. En réalité, c'était pour faire une sécurité parce qu'ils n'avaient pas confiance que je revienne correctement de ma blessure. Parce que j'avais pas joué le premier match de pré-saison. J'avais joué le premier match de la saison. J'avais très bien joué, mais j'avais fait qu'une mi-temps parce que j'avais eu mal. Et du coup, le deuxième match de saison, je le joue pas pour pas risquer de me blesser. Et à ce moment-là, ils ont peur. Les mecs, ils sont pas contents. Et puis eux, c'est des coachs et ils voulaient vraiment que je joue même sur la blessure. Et moi, heureusement, parce que c'est au final ce qui m'a sauvé ma saison, de refuser et de ne pas jouer à ce moment-là, quand j'ai senti que ça allait répéter, que c'était trop douloureux. Mais c'est vrai que c'est hyper dur, que tu as la pression. Et là, il signe un autre mec à ma place.
Donc tu sens que bon, Ouais, ça sent, ils vont, ça c'est sent un ça, peu c'est grossier. ça. Et heureusement en fait, il le signe, mais le mec il finissait une saison qu'il jouait, je crois, aux Pays-Bas, et il lui restait, il venait dans un mois, tu vois. Et donc il me Ok. restait 3 matchs à jouer, complètement, enfin où j'étais le seul running back import, Mhm. donc où je pouvais, enfin, c'est moi qui allais jouer tout le match, tu vois. Et donc pour refaire mes preuves, etc. Avant que le Ouais. mec arrive, et que là, bien sûr, forcément, je vais avoir moins de ballons, on va devoir se partager le truc. Ouais, ouais. En plus, ils avaient signé un très bon joueur. Donc, Il y est encore là-bas actuellement? bah, il a fait la fin de la saison Ok. totalement avec eux, du coup. Ok, ok, ok. Ah oui, bah oui, parce que toi, avant, à la fin de saison, tu t'en vas. Ouais. Justement, donc ça me permet de basculer sur cette transition. Bah, comment ça se passe, ce transfert au Nordic Storms, au Danemark, du coup? Est-ce que tu peux en parler un peu? Et quelques temps avant, tu t'engages avec l'ISA, donc l'ISA ou Ouais, ISA, yes. Je sais pas. l'International Sport Alliance. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ce qu'ils font dans un premier temps et aussi de cette transition avec le transfert? Alors, bah, Issa, j'ai signé avec eux en réalité assez tard, j'ai signé avec eux en octobre. Ok. Après ma saison en ELF, et ça, c'est De une. octobre 2024. Non, 2025. 2025, ok. Là, il y Ok, donc c'est assez récent. a ouais, un mois et demi, 2 mois, enfin, ou en septembre, je crois, Ouais. septembre. Donc ça, c'est une agence de foot américain parmi les quelques qu'il y a en Europe, où ce qu'ils font surtout, c'est se battre pour avoir des contrats qui soient équitables et pas qu'il y ait des clauses ou Ouais. des problèmes. C'est beaucoup aussi pour les joueurs qui ont besoin de visa, etc. Et ça te garantit en fait un accès à un réseau qui est hyper intéressant si tu veux aller faire une préparation ou être coaché par des coachs aux États-Unis. Mhm. Si tu veux faire du merch, tu vois, des t-shirts, des produits dérivés. Si tu as besoin d'un certain type de matériel, Ok. si tu veux réaliser des camps avec des jeunes, tu vois, que tu es un joueur Et qui a... c'est français, ça? C'est... Non, c'est créé par un Américain et un Anglais. Ok. Et c'est des joueurs qui ont joué Au au niveau? plus haut niveau, qui ont joué en université de division 1 américaine. D'accord. Euh, Puis ils ont fait des camps de détection avec des équipes NFL. Et ils ont joué en Ligue canadienne, en Ligue 2 américaine un peu, euh, et en Ligue européenne. Et ils se sont rendus compte que Il n'y a pas de structure. malheureusement les structures, c'est ça, en Europe, Ça, ouais. sont pas celles qu'il y a aux États-Unis, bien sûr, parce que Mhm. c'est beaucoup moins développé. Et ils veulent justement se battre pour améliorer ce genre de Ouais, c'est une structure. bonne chose, parce que tu étais un peu tout seul, en plus, dans la manière dont tu négociais tes Oui, c'est ça. contrats. Et Là, ouais, enfin, c'est une bonne ça, chose. c'est vraiment cool parce que c'est ça, ça me donne accès à un réseau et la moindre question que j'ai, ou aussi pour obtenir des opportunités, parce que bah, justement, ils connaissent des gars aux États-Unis, etc. Donc, non, ça, c'est Ok. c'est vraiment sympa. Mhm. Et donc, ouais, pour parler, tu voulais parler du transfert Ouais, mais juste, je sais pas si tu l'as dit, c'est eux qui te démarchent ou c'est toi qui les... Issa, Ah ouais, en fait, c'est un des joueurs avec qui j'étais au Nordique, ok. qui avait fondé l'agence, qui a vu que j'étais jeune et que Et que t'avais j'avais un personne. potentiel, Ouais, surtout que que... j'avais un bon potentiel et que on espère j'aurai une bonne carrière, que ce soit en Europe ou Mhm. on espère en Amérique du Nord. Ouais, Et donc il m'a dit que si je voulais, je pouvais signer dans son agence, c'était ok. gratuit pour moi. Ok. Et Parce que sinon, voilà. le reste, habituellement, ils leur font payer quelque chose ou... Je sais pas, ça dépend, je pense. Ok, ouais, ouais, oui, parce Mais que moi, pour comme avoir j'étais ce genre jeune et d'accompagnement, que ouais, c'est... ouais, comme moi Ouais, j'étais jeune là, et que ouais, le mec c'était aussi un peu devenu mon pote. Je sais pas s'ils font payer d'autres personnes, mais je pense pas. Je pense qu'en fait, ouais, tu penses qu'ils se font de l'argent avec toi sur le temps? c'est ça, quand ils Ok. prennent une petite com, quand il y a des produits dérivés ou que tu organises des camps, des trucs comme ça, tu vois. Et après, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils travaillent avec des équipes pour fournir du matériel, Ouais. des maillots, de l'équipement, parce que en fait, ils essayent d'utiliser tout leur réseau qu'ils ont développé en Amérique du Nord et l'implanter en Europe, et ils font la passerelle, donc c'est comme ça qu'ils se rémunèrent quand. Ok. Ouais, c'est très intéressant. Mais du coup, vas-y, je te laisse parler Et de donc, ton ouais, transfert. pour revenir à. Bah, c'est, comme je le disais, là, au moment où j'ai la blessure et qui recrute un nouveau joueur Ouais, donc là, pour jouer à Eurostock, mon toujours. poste, ouais, et donc là, je sens que c'est chaud pour moi, en vrai de vrai, Ok. parce que bah, je suis blessé, il y a un nouveau mec qui va arriver à mon poste, donc là, j'ai 3 matchs, ou encore avant qu'il arrive, où je suis tout seul, et je me dis, bon, là, il faut que je fasse mes preuves, il faut que je sorte mes meilleurs matchs. Normalement, j'ai récupéré parce qu'on avait une semaine de repos, donc j'ai eu 2 semaines, 2 semaines et demie entre le match, premier match de la saison que j'ai joué, où j'ai reforcé dessus là et j'ai joué qu'une mi-temps,
j'ai eu 2 semaines et demie de récupération. Donc là, je joue, je fais un bon match, etc. Et oui, je marque, j'ai un bon match. Et en fait, il y avait, comme je disais tout à l'heure, là, un événement qui ça, est spécifique aux Griffins et qui fait aussi que l'équipe est entre guillemets un petit peu connue en Europe. C'est que tous les ans, ils font un match dans le stade de foot de l'équipe de Rostock qui joue en Bundes 3 ou un truc comme ça, je crois. Ok. Et ça réunit à chaque fois. Là, c'était le plus grand nombre de personnes. Ils ont battu le record. Il y avait 11 700 personnes, un truc comme ça. Et du coup, tu joues dans le stade de foot. Et donc, c'est un peu un événement dans la ville où il y a plein de monde qui vient. Donc là, c'est quoi, 15 000 personnes? C'était le stade. En soi, le stade, je crois qu'il fait 30 000, un truc comme ça. Ah ouais, Mais dedans, quand il y même. avait 12 000, là, quasiment. Et Donc ce bien match-là qui médiatisé. est bien médiatisé, et même aussi un peu dans le monde du football américain en Europe. Et ce match-là, c'est un peu mon match de retour à 100%. Ok. Et là, je mets un quadruplé et je fais des statistiques, des super statistiques. Je mets des touchdowns, du coup. Ouais, Donc, c'est ouais. comme. C'est un Ouais, rugby, ça, c'est quoi. le truc hyper Ouais, connu, c'est ça. forcément. Je marque en faisant des courses où je fais tout le terrain et tout. Donc, je fais vraiment un super bon match. Et le match d'après, la semaine d'après, je refais pareil, un très bon match où je fais une course où je fais tout le terrain. Et donc, ces 2 gros matchs-là, je fais des super bonnes statistiques. Mhm. Où, pareil, pour donner un ordre d'idée, quand à mon poste, un running back, on dit que tu fais un bon match quand tu fais 100 yards dans un match, tu vois, à peu Ok. près. Donc, ça veut dire que t'as parcouru 100 yards en cumulant toutes les courses différentes que tu as avec le ballon. Et là, en 2 matchs, j'avais fait 550, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Donc j'avais marqué 5 ou 6 fois. Et c'est juste ces 2 matchs-là, j'ai été directement contacté par 2 équipes de la Ligue européenne. Wow. Donc ça, c'est le plus haut niveau européen. Donc l'ELF, où c'est entre guillemets 2 divisions au-dessus. Même si GFL 2 et GFL 1, tu vois, Ouais, c'est une bonne. c'est relié, entre guillemets, c'est comme Ligue 1, Ligue 2. Ouais, ouais. Et l'ELF, ils n'ont pas de partenariat particulier avec la Oui, GFL. c'est la NFL qu'ils ont créé, Mais ouais, qu'ils ont créé une ligue en fait en Europe. Non, c'est pas créé par la NFL. Ah bon, ça n'a pas été créé Non, par. c'est indépendant. Ah ok, je pensais Ouais. qu'ils avaient racheté. Mais avant ça, il n'y avait pas quelque chose qui avait été créé Si, par. avant, il y avait la NFL Europe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça vient remplacer la NFL Ouais, exactement. Europe. Ok, ouais, Il y a c'est eu ça. la NFL Europe dans les années 2000. Oui, c'est ça. Et je crois qu'en Euh, 2007, ça s'arrête. C'est Et ça. après, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, c'est exactement venu pour remplacer. Et ça, c'est le plus haut niveau. Et donc, je contacte. C'était le but Ouais, ouais. ultime. Maintenant que je savais que le parcours universitaire en Amérique du Nord, c'était mort, et ce que je pouvais faire, entre guillemets, de plus haut niveau en restant en Europe, c'était le LF. Ouais, Donc, c'était le rêve. J'avais été voir. Il y a une équipe à Paris ouais, depuis je 3 sais. ans Ouais. où ils ont un super projet. Ils jouaient à Jambouin. Ouais. Donc, gros stade Ouais. à côté du Parc des Princes. Ils sont diffusés sur Beansport. Enfin, ils étaient diffusés sur Beansport. Donc, moi, ça me faisait rêver. J'avais été voir des matchs à Jambouin. Je me disais, oh là, ça doit être trop bien Ouais, ouais. de jouer dans l'équipe. Ça s'appelle les Paris Musketeers. Ça serait le rêve, j'espère, un jour et tout. Et là, je suis contacté par 2 équipes de cette ligue-là. Ok. Et on passe du tout au tout parce que. Tu veux pas dire la deuxième équipe? Si l'autre équipe, c'était Madrid Bravos. Ah, je sais pas pourquoi, je te jure, je savais. Ah ouais, Je te jure, je me suis renseigné, je regarde les équipes, et ils sont dans la South Division, Ouais. et je me suis dit, je sais pas pourquoi je savais que t'allais dire cette équipe. Trop fort. Parce que Et pourquoi pas l'une et... en fait, eux, ils m'avaient contacté. Et en fait, les 2, du coup, vu que j'avais fait des super performances sur mes derniers matchs, et comme c'est tombé pile, mon plus gros match que j'ai fait, c'était le match dans le stade de foot, donc qui était un peu médiatisé, où ça avait fait un peu des articles dans les journaux ou les blogs, les sites de football américain en Europe, ou les comptes Insta et tout. Et les 2, ils m'avaient contacté parce qu'en fait, leur running back titulaire, donc le joueur qu'ils avaient, qui joue au mon poste dans leur équipe, s'était blessé pour la saison ou pour une grosse partie de la saison. Et donc, ils cherchaient un remplacement, pas de dernière minute, mais un petit peu. Et donc, Et là, tu te dis opportunité. je me dis, je suis passé du tout au tout. Ouais, Genre, 2 semaines, 3 semaines avant, j'étais à 2 doigts de me dire est-ce qu'ils vont me virer quand l'autre il va arriver, le mec qui vient me remplacer dans un mois. J'étais blessé, j'étais en mode mais attends, mais là, imagine je traîne ma blessure toute la saison, c'est mort, même l'année prochaine, après tu commences à avoir 22, 23 ans, si t'as pas fait de saison après, pro, c'est difficile d'accéder à tu plus vois, haut. je me disais là c'est mon moment, le timing est bon, et je me blesse, je me dis, et là je passe de ça
à Deux j'ai des meilleures récupéré, équipes d'Europe. je fais 2 matchs de fou pile au moment entre guillemets clutch là où quand il y a le gros match dans le stade de foot et je me fais contacter. Je me rappelle, j'étais avec ce qui était trop cool, c'est que le match dans le stade de foot, il y avait ma mère qui était venue. Ok. Donc ça, j'étais trop content surtout Ouais. en fait de faire un bon match de Ouais, ma mère. ouais. Il s'était Et- déplacé en Allemagne. Ma mère, elle était venue Ok. en Allemagne pour me voir exprès, donc j'étais trop content de faire Ok. un top match pile quand ma mère est venue me voir. Et le match d'après, où j'ai encore fait un bon match, c'était à Hambourg et mon père était venu me voir. Ok. Et donc je me rappelle, on fait le match contre Hambourg et tout. Mon père est là. 2 jours après, on est dans un restaurant de Smash Burger et tout. On fait notre commande et tout. Et je m'assois. Le kiné des Rostock qui entend ça, il va... Ouais, non, il y avait pas longtemps. On était dans un truc de Smash Burger. Et je vois Jadrian Clark, qui était le quarterback des Nordiques et qui est le meilleur quarterback européen d'Europe. Il a été meilleur joueur de la Ligue européenne 2 ans avant. Qui s'abonne à moi sur Insta. Je dis à mon père, tu vois, ça commence à percer un peu, genre les performances que j'ai fait et tout. Là, il y a des très gros joueurs européens qui me suivent et tout. Et ils m'envoient un message 1 heure après. Ouais, salut, on a vu avec le coach ton début de saison aux Griffins, on trouve ça super. Notre running back star s'est blessé et le running back, il avait été lui MVP la saison juste avant, en 2024, donc c'était le meilleur joueur européen qui s'était fait les tendons d'Achille. Et il me dit, ouais, on cherche un remplacement depuis quelques semaines, mais est-ce que tu voudrais venir jouer avec nous et tout. Et là, dans le Smash Burger, je jette mes frites sur les murs et tout. Donc je crie, mec. Je me dis, mais il n'y a pas un moment où tu te dis, putain, c'est une blague. Je te jure, je me dis, mais c'est pas possible. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, donc c'était l'équipe des Nordic Storm qui jouait à Copenhague et qui évoluait en ELF. Et c'était la seule équipe invaincue de la Ligue européenne. Donc c'était la meilleure équipe d'Europe, tu vois. Et c'était 2 divisions au-dessus de là où je jouais. Moi, déjà, d'aller en ELF, je me disais, j'espère que l'année prochaine, j'aurai une opportunité pour aller dans n'importe quelle équipe. Et là, c'est la meilleure qui sont partis sur un championship run, quoi, une course au titre, et qui me contactent. Enfin, 3 semaines avant, je te dis, j'étais en mode déprimé un peu. Et 3 eux, semaines ils après, te contactent avant Madrid. Le club de Madrid. Madrid me contacte quelques jours avant, mais Madrid, je leur parle, et à un moment, ils arrêtent de répondre. Ils ne me répondent plus. Donc ça me fait une fausse joie, sachant que Madrid, en plus, c'était là où... Si tu m'avais dit, tu peux aller jouer n'importe où en ELF, j'aurais dit Madrid parce que la ville, l'Espagne, c'est trop cool comme cadre de c'est vie. pour ça que je me suis dit, quand tu as eu les deux, qu'est-ce qui a fait que tu penses pour le Danemark? De base, je m'étais dit Madrid, incroyable. Et malheureusement, ils ont arrêté de me répondre, donc ça s'est pas fait. Mais ça m'avait fait une fausse joie en plus, tu vois. Je me voyais déjà à Madrid et tout. Le truc comme par hasard, mon club de rêve. Et au final, j'étais dégoûté. Et là, Nordique qui me contacte 2 jours après. Et j'étais avec mon père. Et mon père, tu vois, qui se rend pas trop compte. Bah, forcément, c'est exactement ce que je vais te demander. Mais du coup, lui, il était ultra excité avec moi, tu vois. Mais il connaissait pas trop. Et donc, je me rappelle que je l'avais quand même hypé de ouf. Parce que quand il est rentré, il avait appelé mes grands-parents, il avait appelé ma mère et tout. Mes grands-parents, ils disaient, ton père, là, il est fou, il croit que c'est un agent de... Enfin, parce que je te jure. Il était hyper excité parce qu'il avait vécu le truc avec moi, tu vois. Il était venu voir un match où j'avais bien joué, et après, il voit que je contactais par les équipes. Contacté par une équipe, et donc, il se disait... Mais... Là, à ce moment-là, je pense qu'il réalise, il se dit... Là, je pense qu'ils ont toujours cru, mais en même temps, comme par les blessures, le Covid, etc., il n'y a rien de concret qui arrivait. Il se disait, bien sûr, évidemment, tu vas faire des études, etc. Mais là, de voir à quel point ça s'est propulsé rapidement, que je passais plus de Rostock où tu joues avec des Allemands, c'est ça qui sont... qui ont une vie à côté. Ouais, c'est ça. Là, tu vas en Ligue européenne où c'est vraiment... beaucoup de joueurs ont une vie à côté aussi, mais où c'est le top niveau, c'est le meilleur niveau européen. Il y a des recruteurs NFL qui regardent cette ligue. Il y a des joueurs de cette ligue qui ont été joués en NFL. Il n'y a pas mieux en Europe, tu vois. Il se dit, OK, c'est sérieux. Ouais, je pense que c'est là que mes parents se rendent compte de... Et je pense qu'ils le pressentaient venir quand ils ont vu là, les gros matchs que j'ai fait déjà à mon niveau, tu vois. Mais donc là, c'est incroyable. Donc je dois faire ça vite, tu vois, parce qu'ils voulaient que je vienne dans 3 jours, 4 jours, tu vois, pour faire le prochain match. Mais il faut que j'en parle. Je suis sous contrat avec une équipe que je suis pas censé quitter. Donc là, s'en viennent
un peu comme les processus de mercato et tout de foot, mais bien sûr à une échelle bien moindre. Ouais, tu négocies. Et c'est ça, il faut négocier parce que ça reste quand même, même si l'échelle est différente, t'es quand même un joueur signé sous contrat dans une équipe. Et là, tu leur pour dis. Combien de temps? 1 an c'est pour une saison. Okay, donc là, on était au milieu, quasiment au milieu de la saison, même pas encore. Ça, il y avait 4 matchs qui s'étaient passés. Et donc là, j'appelle le coach, j'appelle les présidents. Et bien sûr, ils sont grave vénères. Putain, déjà, il avait mauvaise. Le mec, il arrive. Ouais, il se blesse. C'est ça. Ils lui mettent la pression pour jouer. Il fait 4 semaines où il se dit, je veux me barrer. Ça fait un peu. C'est ça. Ils étaient déjà un peu vénères du truc. Là, ils voient que je suis grave. Qu'au final, je joue bien. Et donc, ils se disent, ok, c'est bon, cette année, on va gagner le championnat et tout. Et là, moi, du coup, je leur dis, bah non, je vais me barrer maintenant dans une autre équipe qui est mieux. Et donc, ils se sentent un peu abandonnés. Surtout que, normal, comme je te dis, ils m'avaient hyper bien traité, niveau soins, niveau logement, niveau tout. Et donc là, tu dois. Mais ce que j'essaie. Tu dois être banni des Rostock. Ah ouais, je te jure qu'avant l'appel, mec, je disais, c'est normal. Parce que je savais qu'ils allaient pas me dire, ah, c'est génial, bah vas-y, c'est une top opportunité. Tu vois, ils allaient me dire, attends, c'est une blague, tu te fous. Et donc, j'appelle ma mère, mon père, genre, ils me disent, allez, tu dois les appeler, tu dois le faire, même si ça va être un mauvais moment. Je les appelle, les 3 en même temps, en visio Teams, mec, vraiment en mode conseil de classe, tu vois. Et j'arrive. Alors, j'essaye de leur faire comprendre que c'est juste une opportunité de malade, surtout à l'âge que j'ai, et que ça pourrait ouvrir des. C'est ça que là, je rejoins potentiellement la meilleure équipe d'Europe pour être titulaire avec eux, vu que leur joueur titulaire s'est blessé à mon poste, et que ça peut aussi faire des retombées. Un peu de presse positive pour eux, tu vois. C'est sûr qu'il y aurait des articles dans le milieu du foot américain en Europe en mode. Et puis d'autres mecs qui vont au Rostock, ils se diront en quelques mois, lui, il est passé de ça à ça. Un jeune déjà que c'est pas. C'est compliqué de faire direct le jump GFL2 ELF et sans passer par GFL1 un peu. Mais en plus de le faire en courte saison, je crois que c'était quasiment jamais arrivé, tu vois. Et là, en plus, j'étais grave. Brisé toutes les règles. J'étais grave jeune. Et donc, ça fait des trucs en mode, jeune joueur de GFL2 qui est recruté par l'équipe invaincue de la Ligue européenne et tout. Et en fait, en leur faisant comprendre ça, après plusieurs jours vraiment de négociations compliquées, où ceux qui m'ont beaucoup aidé, et j'en suis encore reconnaissant, c'est les Américains qui étaient avec moi et qui m'avaient pris un peu comme leur petit frère, tu vois. Et qui connaissaient, sont allés parler aux dirigeants. Connaissaient beaucoup mieux les présidents et les propriétaires du club que moi, parce que ça faisait plusieurs années qu'ils jouaient là, qui lui ont dit mais c'est un jeune et tout, laissez-le. Et en plus, ce qui m'a aidé dans ces négociations-là, c'est le fait exactement qu'ils avaient recruté le mec qui au final c'était une mauvaise nouvelle parce que ça allait de la concurrence, et au final c'était une très bonne nouvelle parce que je pouvais leur dire, vous voyez, il y a un mec qui vient me remplacer, tu vois, exactement. Donc ça a joué en ma faveur au final. Et donc après plusieurs jours où c'était vraiment parti, au début ils voulaient me faire payer plusieurs milliers d'euros de frais d'annulation de contrat et tout, où les Nordiques, je leur ai dit, et ils m'ont dit désolé, mais par contre on peut pas payer 2-3 000 euros parce qu'on a aussi d'autres choix de mecs qu'on peut faire venir qui nous coûteraient moins cher, même si on veut te faire venir toi et tout, mais ça vaut pas 3 000 euros de différence. Là tu commences à te dire putain. Mais ça, je me dis, imagine je rate cette opportunité et tout, mais non. Donc tu forces, et au final ils te libèrent. Et au final, je force même pas tant que ça, mais après plein de messages, plein de trucs où je leur fais vraiment comprendre que je suis reconnaissant, que c'est juste une question d'opportunité et tout. Et au final, ça a été vraiment des bons parce qu'ils m'ont laissé partir pour, je crois, genre 100, 150 euros à payer, que le club, du coup, les Nordiques ont payé. Et j'avais juste un dernier match avec eux avant de partir. Et en plus, ce match-là, le coach, il m'a pas donné genre 40 ballons où j'aurais pu risquer de me blesser, tu vois. Il m'a fait jouer, mais j'ai pas eu beaucoup de ballons, donc il voulait donc pas me casser avant que je parte, donc ils ont été hyper corrects. Tu sens quand même qu'il y a un sentiment, genre les dernières poignées de main, et les mecs ils sont un peu saoulés quand même, mais ils étaient au final, franchement, ils ont compris. Ça a été trop des bons, quoi. Ouais, ok. Bah franchement c'est incroyable. Et là, du coup, tu prends un meilleur contrat avec les Nordiques ou c'est à peu près dans les mêmes eaux? Et comment la vie là-bas, ça s'organise? Et aussi, une dernière question par rapport à ça, avant qu'on bascule sur ta double vie au final, parce que tu restes malgré tout dans les études. Comment est-ce que tu décrirais la différence de vie entre les pays où tu as vécu? Donc, il y a 3 questions dans une. Donc, attends, j'allais dire, donne-moi dans l'ordre que tu veux.
à peu près, en termes de revenus, comment ça se passe le contrat avec les Nordic Storms? Les Nordiques, je pensais qu'ils allaient me proposer bien plus, tu vois. Et au final, j'ai pas eu tant. C'est ça, jusqu'à ce que j'ai été payé là, 900 €, je crois, ou 150 € comparé à 700 ou 750 que j'avais avant. Donc, ils jouent toujours un peu sur le fait que tu sois jeune. Oui, c'est ça. En fait, comme là, c'était un contrat où je venais que pour la fin de saison et que c'était ma première opportunité et mon premier contrat et que les mecs qui étaient blessés, eux, ils les gardaient sous contrat encore. Ils les payaient encore aussi. Ils avaient probablement moins de masse salariale qu'ils pouvaient dépenser exactement. C'est pas comme si tu avais fait toute la saison. Ouais, c'est ça. Donc ça reste du coup quand même des sommes qui sont très peu. Surtout qu'au Danemark, le coût de la vie à Copenhague est hyper cher. C'est encore plus cher qu'à Paris. Donc c'était. Après, la qualité de vie est bonne. Oui, ça, la qualité de vie, pour le coup, c'était une équipe. C'était leur première année. Parce que l'ELF, c'est quand même assez récent. Ça date de 2021 ou 2020. Et donc chaque année, tu as des clubs qui se développent, qui se rajoutent à la ligue, tu vois. Et parfois aussi, tu as des clubs qui disparaissent parce que problèmes financiers ou autre, vu que c'est encore instable et que c'est les premières années, tu vois. Et mais c'était hyper professionnel, encore plus. Franchement, j'ai eu de la chance dans ma première année là, d'expérience d'import de tomber sur 2 organisations super. Et Nordique, franchement, c'était génial. Le logement était ouf, en plein dans le centre de Copenhague, donc c'était top. Et tu m'as dit différence de vie entre les deux. Ça. Là, tu passes quand même d'une ville de taille moyenne, voire petite, à une capitale. Donc, après, t'es pas dépaysé, mais. C'est ça, c'est bien plus grand. Et puis le Danemark, ce qui était un peu relou, c'est la météo, parce que moi j'aime bien quand il fait chaud. Là t'as un peu de la pluie. Le jour où il fait plus chaud, il fait genre 25. Mais c'est hyper écolo, hyper propre, hyper safe. Franchement, c'était une ville super Copenhague. C'était vraiment top. Ok. Et du coup, je vais basculer sur ton parcours, ton parcours étudiant pour terminer. Est-ce que tu peux nous parler un peu du master que tu fais actuellement et comment est-ce que tu arrives à gérer les études et le football américain à côté de ça? Je fais un master en finance dans l'école de commerce de l'IESEC Paris. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple parce que même si, grâce à l'équipe de France, j'ai obtenu le statut sportif de haut niveau auprès de mon école et que donc j'ai le droit à un certain nombre d'absences justifiées en plus et parfois des aménagements spécifiques si je suis appelé pour faire par exemple compétition équipe de France ou autre. Et c'est pas toujours simple parce que en Amérique du Nord justement, et c'est pour ça que je voulais aller là-bas de base. Tout est organisé pour que... Exactement, c'est le statut étudiant sportif que tu as là-bas où tu as les entraînements tous les jours, tu as un tuteur pour t'aider avec les cours, tout est fait pour que tu réussisses tes études, mais aussi dans le sport. En France, c'est plus rare d'avoir ça, et moi, comme c'est un sport qui n'est pas démocratisé, j'ai pas de sport-études football américain, donc c'est à moi de m'organiser pour... Là, je m'entraîne quand je suis à Paris, là, du coup, et que je joue pas les 6 mois où je vais pas jouer, ou 5 mois où je vais pas jouer l'été à l'étranger. Et c'est à moi de m'entraîner 1 à 2 fois par jour et d'aller en cours en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut savoir avoir la bonne pas balance. trop rater de cours parce que malheureusement parfois je fais pas très bien et aussi garder du temps pour pouvoir s'entraîner mais ça va, en vrai j'ai de la chance de pouvoir avoir des absences justifiées qui font que je peux rater certains cours et que après j'ai juste à valider mes examens. Mais donc là, tu es sur la dernière année? Non, là, je suis sur la première année de master. Il me reste 2 ans. Et après ça, le but, c'était quoi initialement? De travailler dans la finance? Là, avec la carrière sportive qui s'est accélérée, comme tout le monde a pu le comprendre en regardant le podcast, je pense, c'est des sommes. Là, après, c'est le début. Mais en Europe, comme c'est un sport qui est quand même pas développé, c'est rare de pouvoir gagner plus de 4-5 000 euros par mois. Et il faut vraiment être un top. C'est ça, et comme c'est des saisons qui sont que la moitié de l'année, c'est quand même compliqué d'en vivre complètement si on n'a pas d'autres revenus à côté. Et l'objectif, là, c'est vraiment de faire ça à côté des études. J'ai encore 2 ans. Peut-être, tu vois, je me rajouterai une 3e saison si je sens que je suis proche de mon but. Mais l'objectif, c'est d'aller jouer dans la ligue professionnelle, soit la NFL, donc ça c'est le rêve, même si c'est un rêve, tu vois, donc c'est un objectif, mais c'est quand même très difficile à atteindre, ou la Ligue canadienne qui est un peu plus accessible, parce que c'est un championnat qui est
moins compétitif. Donc, c'est un petit peu plus simple d'y aller, mais c'est quand même très dur. Mais c'est d'aller dans les ligues nord-américaines où là, tu gagnes vraiment des gros salaires de sportifs professionnels auxquels on penserait en premier, tu vois, quand on dit je suis sportif professionnel. Donc, ça, c'est le but. Donc là, j'utilise mes dernières années d'études pour continuer de jouer en Europe et espérer me faire repérer pour aller là-bas. Donc, tu es un peu dans dans le dernier train en te disant. Là, j'ai 2 ans pour. Maintenant que j'ai atteint le niveau en ELF où tu as la plateforme pour te faire repérer par le Canada ou les États-Unis pour jouer en pro. Ouais, tu as un peu tout le réseau qui. Et bah maintenant, il faut juste performer. Donc, performer le mieux possible là, sur les 2 grands max 3 prochaines saisons. Et après, se faire repérer. Surtout qu'après, j'aurai 25, 26 ans. À ce moment-là, tu peux plus vivre de 900 €. Ah oui, non. Ouais, forcément. Et donc, oui, comme si j'arrive pas à atteindre ces ligues-là d'ici la fin de mes études, et ben, je travaillerai normalement et je pense du coup dans la finance. Ok, en tout cas, on te le souhaite. Et de toute façon, tu as tout pour réussir. Après, ça dépendra de tes performances aussi. Donc, du coup, pour conclure un peu tout ça, parce qu'on arrive bientôt à la fin, là, tu nous as dit justement que ton objectif, c'était de partir soit au Canada, soit aux États-Unis. Maintenant que tu travailles avec Lisa, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les passerelles qui sont possibles et accessibles pour que tu puisses y arriver? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, dans les 3 prochaines années? Écoute, c'est ça. Maintenant que j'ai atteint l'ELF et que je vais y rejouer là-bas la saison prochaine, l'été prochain, et que c'est la plateforme la plus haute atteignable au foot américain en Europe, pour se faire repérer par les ligues professionnelles, la NFL ou la CFL, faudrait que je fasse la meilleure saison possible. Et après, il existe pour la NFL, tu as ce qui s'appelle le NFL IPP, International Player Program, où en fait, tous les ans, ils sélectionnent une quinzaine de joueurs partout dans le monde. Ça peut être soit des mecs qui font déjà du foot américain, soit des professionnels d'autres sports qui ont un potentiel. Par exemple, il y a des joueurs connus de rugby pro qui sont déjà passés par ce programme et qui veulent essayer de jouer en NFL, tu vois. Et donc ça peut être australien, écossais, sud-africain, français ou quoi que ce soit. Et le but, ce serait de rejoindre ce programme. Et j'ai, par la chance et la saison que j'ai réalisée, là, obtenu les contacts de ce programme-là. Donc l'objectif, ce serait de se faire recruter suite à une saison. Donc il reste juste à performer. C'est ça, il faut que je fasse une saison complète, tu vois, parce que là, j'ai fait qu'une demi-saison en nordique où j'ai bien performé, mais c'était que la fin de la saison. Enfin, la deuxième moitié. Donc là, il faudrait vraiment que je fasse une saison complète. Et le but, ce serait de rejoindre ce programme-là pour leur début 2026, début 2027. Et sinon, pour le Canada, c'est pareil. Ils recrutent, le Global Combine, ça s'appelle, où c'est un camp de tests d'évaluation, tests physiques, où ils invitent un certain nombre d'internationaux. Donc ça, ce serait les 2 passerelles un petit peu pour aller au Canada ou en NFL. Et ça, c'est le but ultime, faire la meilleure saison possible été 2026 et après aller tout casser en Amérique du Nord. Franchement, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et j'espère que ton parcours, il en aura inspiré bien d'autres pour tous ceux qui font du football américain, etc. Et de se dire que tout est possible. En tout cas, merci beaucoup Armand d'être venu. Merci beaucoup, merci pour toi Adrien, c'était trop bien. Et franchement, fier d'avoir fait ce premier épisode avec toi. Une petite dédicace à Gabriel à la régie, on n'oublie pas. Et voilà, merci beaucoup. Merci Adrien. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à le partager, à commenter, me dire ce que vous avez aimé ou moins bien apprécié. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou soit pour un prochain podcast avec un deuxième invité spécial qui sera là pour l'épisode 2. Ciao, ciao.